Bonjour et bienvenue. C'est la plus grande émission politique sur le continent. Nous en sommes conscients. C'est pour ça qu'on profite de ces précieuses minutes pour vous donner des pépites de savoir. Enfin, pas moi, qui suis-je? Mais je fais souvent appel à des lumières, à des génies, à des gens éclairés et très qualifiés. Alors, le premier, c'est Franck Essy, qui est en train de faire sa thèse. Donc, il est économiste et puis il est le secrétaire, le tout jeune et non moins talentueux secrétaire général du CPP. Et il est notre invité ce samedi. Bonjour. Bonjour Asial, bonjour à tous celles qui nous regardent. Et puis, c'est un visage connu et reconnu internationalement. Guy Parfait Songuet est politologue, mais depuis quelque temps, homme de Dieu, homme d'église. Il a créé sa science. Et je ne sais pas si ça marche, mais apparemment, à vous voir, Guy Parfait, je sais que vous vous portez un peu mieux en tout cas, financièrement aussi. Ça rapporte l'église, la prêche, les séances, les consultations. Bref, dites-nous quelque chose. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à Martial Bissot, bonjour à Franck Essy. Bon, j'ai pas encore le privilège d'avoir une église. Encore que s'il faut parler d'église, mon église est dans le cœur des hommes, parce que c'est le lieu dans lequel Dieu habite. Oui, homme de Dieu, parce qu'effectivement, depuis pratiquement 2 ans, je mène des activités qui relèvent vraiment du spirituel. Que ce soit la prédication, l'évangélisation pour le dire ainsi, même si ça a un caractère assez scientifique. Et le fait que ce soit spirituel se dégage des logiques traditionnelles religieuses que l'on sait. Je n'ai pas d'église, mais ça ne pose pas de problème puisque les hommes d'église, eux, n'hésitent pas à m'inviter dans leur paroisse pour que je donne quelques enseignements ou encore que je déploie l'autre pan que j'ai eu la grâce de voir ouvrir dans ma vie, c'est-à-dire le pan de la guérison ou le pan de la délivrance ou encore même le pan des révélations que l'on peut faire. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup d'amalgame tout ça? Il n'y a pas d'amalgame, ce sont des dons différents. Le don de délivrance, le don de guérison, le don d'évangélisation, le don de prophétie sont des dons très différents pour ceux qui sont les pratiquants. Dis donc, ouais. On peut expliquer. La guérison permet de traiter les maladies spirituelles, spirituo-matérielles ou matérielles, que ce soit de près ou à distance. La délivrance permet de déposséder les gens. Dans les cas de possession, les démons et des entités de quelque ordre qui possèdent un individu, vous avez autorité sur elles par Jésus-Christ. L'évangélisation, c'est l'enseignement. C'est-à-dire que vous êtes capable de donner des enseignements innovants, pratiques, opérationnels pour résoudre les problèmes. C'est bon, Guy Parfait, délivrer déjà les Camerounais et on ne sera que content. Alors, vivre, c'est lutter. Ça, vous le savez. Et moi, je vais ajouter à la suite de ce penseur, survivre, c'est refuser d'exister. Pourquoi vous survivez, chers Africains, chers Camerounais? Alors, les thèmes aujourd'hui, c'est évidemment, je suis allé piquer un petit bout d'intelligence à Chino Achebe. Le monde se fond, things fall apart. Alors, au regard des attentats, de l'Europe martyrisée, fragilisée, de l'Europe déchiquetée, frappée en plein cœur. On ne peut pas se réjouir des malheurs des autres, mais il faudrait qu'on en parle. Et on va partir de cette situation pour revenir à l'Afrique et au Cameroun. Et avec cette question, et si c'était le temps de l'Afrique finalement, parce que l'Afrique s'est souvent libérée quand les autres sont en panne. Enfin, parce que quand ça marche chez eux, ils nous font trinquer. Enfin, c'est une question d'intelligence maintenant. Franck Essy, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur ce monde qui s'effondre, sur ses valeurs, sur cette perte de repères généralisés? On ne sait plus qui est le plus fort, qui est le plus faible. Hier encore à Munich, le sang a coulé. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Bon, je pense qu'aujourd'hui, à travers les attentats qui se reproduisent et la violence, qui n'est peut-être pas caractérisée comme terrorisme, qu'on observe dans des pays occidentaux, les Occidentaux expérimentent ce que nous, en Afrique, nous vivons depuis plusieurs décennies et qui est la traduction, si vous voulez, d'une sorte de dérive extrémiste. Extrémisme qui naît du fait que, malheureusement, l'ordre économique, l'ordre politique, l'ordre social mis en place dans les États, mis en place à l'échelle mondiale, crée des injustices, crée des frustrations qui amènent certains malheureusement à opter comme solution ce type d'approche qui, pour nous, fondamentalement ne résout pas le problème. Ça crée un chaos, ça crée un désordre qui fait en sorte qu'aujourd'hui tout le monde est appelé à s'interroger, à remettre en question un peu ses certitudes et à travers la souffrance et à travers la folie qu'on voit par ces actes terroristes, interroger les nouveaux fondements sur lesquels le vivre ensemble peut se construire.
Mais voilà, alors Guy Parfait Songhai, est-ce que ce n'est pas une question fondamentale là, celle du vivre ensemble et comment vivre ensemble? Parce que les certitudes, c'est terminé. Les grandes nations ne pourront plus écraser les petites nations parce qu'elles ont l'arme atomique. Et les délibérément fous peuvent aussi faire très mal avec 200 000 francs, un camion loué, de l'essence et puis, bon, voilà. En réalité, les différentes préoccupations qui aujourd'hui jaillissent sont liées à, je vais dire, à l'incapacité du système qui a été imposé par l'Occident, l'incapacité, n'est-ce pas, de ce système à apporter véritablement des solutions. Mais on peut aller très loin si on veut avoir un regard fondationnel par rapport à tout ça. Ce n'est pas juste un problème de l'Occident, ce n'est pas juste un problème de l'Orient ou de l'Afrique, c'est un problème de l'humanité tout entière. L'humanité tout entière qui est en perte de repères parce qu'elle a voulu vivre sans les repères initiaux qui lui devraient lui servir. De quoi est-ce que je voudrais parler? En réalité, l'homme souffre de n'avoir pas voulu s'appuyer sur les bonnes bases qui lui permettent d'exister. Les bonnes bases qui lui permettent d'exister, c'est déjà savoir qui il est, d'où il vient. À partir du moment où l'homme n'est pas capable de répondre à la question de savoir qui il est, d'où il vient, il a un problème de fond. C'est le problème, n'est-ce pas, de la compréhension, non seulement de l'origine de sa nature, mais aussi de la compréhension de la trajectoire qu'il doit avoir. De l'autre côté, tant qu'on n'a pas résolu la question de la compréhension de la nature, c'est-à-dire que d'où venons-nous et pourquoi sommes-nous ici, on s'embrouille parce qu'on n'a pas d'orientation, on n'a pas de repère. Maintenant, quand vous combinez à cela l'ignorance des lois, l'homme est constitué de façon bidimensionnelle, c'est-à-dire l'homme a une dimension immatérielle invisible, que l'on dit spirituelle, une dimension matérielle visible, que l'on dit matérielle, avec un environnement qui a les mêmes caractéristiques, qui sont bidimensionnelles. Or, cette caractéristique va avec une autre loi, c'est le principe de l'inopposabilité de l'immatériel, du matériel sur l'immatériel. C'est-à-dire que quoi? Tout se décide depuis l'immatériel. Même la pensée qui permet de matérialiser une émission, les vêtements, un plan politique, etc., est d'abord immatériel. Si déjà vous n'avez pas les réponses à vos problèmes dans l'immatériel, qu'est-ce que vous allez matérialiser? Et le fait que beaucoup n'aient pas pris conscience de cela a fait qu'ils investissent sur l'accessoire. Se dépensent ce qui est accessoire. Résultat, tant qu'on n'a pas pu le faire, on est égaré. Aujourd'hui, les États tout entiers souffrent d'infimité stratégique, souffrent d'infimité organisationnelle, souffrent d'infimité opérationnelle parce qu'ils n'ont pas compris les lois naturelles depuis lesquelles l'homme devrait fonctionner. Et ces lois-là sont des lois scientifiques, même si elles ne sont pas enseignées à l'université, parce qu'elles sont incontournables. L'autre élément qui est là-dedans, dans la question de l'origine, et question d'origine qui frappe l'être humain, quelle que soit sa nature, c'est que beaucoup n'ont pas compris pourquoi nous sommes sur Terre. On a voulu faire la science sans Dieu. Qui me soit permis de citer un petit passage biblique, c'est Proverbe 1, verset 7, qui dit que la science commence par la crainte de Dieu. Quels sont ces hommes qui estiment qu'il faut faire la science sans Dieu? Maintenant qu'il faut faire la science sans Dieu, jusqu'où l'homme peut-il s'en sortir en ignorant la paternité de celui qui l'a mis sur terre? Alors, bien. Alors, nous recevons Abel Elimbilowe. Bonjour, Abel. Alors, vous entrez dans le débat. On était en train de se dire que le monde s'effondre un peu, hein. Une pensée piquée à Chinua Achebe, le grand écrivain nigérian. Et les attentats, le monde qui se bouleverse, l'Europe qui panique, qui est déchiquetée, j'allais dire, en son cœur. Est-ce que ça nous donne quelques signaux pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui? C'est le chaos? Non, ce n'est pas le chaos. Je crois que c'est des fautes d'organisation, c'est des fautes de développement des types de pensée qui génèrent ça. Mais le monde a toujours été comme ça. Il n'a jamais été, à un moment donné de son existence, très pacifique, très bien, tout marche très bien. Non. Le monde a toujours été l'histoire de l'humanité nous montre que de l'Antiquité la plus antique, la plus reculée, permettez-moi le terme, on a toujours connu des conflits, on a toujours connu des guerres. Je pense même que le monde a beaucoup évolué par rapport à ce qu'il était il y a des millénaires, parce que à l'expérience de tous ces événements douloureux, comme disait M. Songhai tout à l'heure, les gens se sont mis à penser comment contourner ça, comment gérer ça. Et il y a eu perfectionnement de l'organisation humaine d'une manière générale. Mais le perfectionnement de l'organisation humaine est une œuvre inachevée. C'est une œuvre perpétuelle.
Donc, les dérives que nous observons, qui nous frappent, qui marquent nos esprits, c'est normal, parce que nous sommes nés dans un environnement où un certain nombre de choses n'étaient plus tolérées. Mais rappelez-vous qu'en 1935, je crois, du moment de la Deuxième Guerre mondiale, on a cru qu'on pouvait tuer 3 millions de personnes. On a bombardé 2 villes du Japon, on a tué tout le monde, et puis tout le monde s'est rendu compte qu'il ne faut plus que cela reprenne. Donc, les dérives auxquelles nous assistons sont le résultat même de l'évolution de la civilisation. La civilisation est en train d'évoluer, elle se perfectionne, mais chaque fois, à chaque évolution correspond l'apparition de nouveaux problèmes. C'est ça l'imperfection, l'imperfection du genre humain. Donc moi je pense que oui, nous avons les événements qui se posent, nous interpellent. Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme prenne un camion, fonce sur des gens qui ne lui ont rien fait? Vous parlez de Kolofata ou bien de Je parle de Nice. Et même s'il fallait parler de Kolofata, parce qu'on peut dire qu'il y a même la préférence nationale dans la douleur. Qu'est-ce qui peut expliquer que des gens quelque part prennent une jeune fille inconsciente de l'acte qu'elle va poser, l'habille, l'équipe en des bombes, avec des bombes, et puis l'envoie déclencher ça dans un marché où des gens se retrouvent en train de faire ce qu'ils ont toujours fait depuis la nuit des temps, vendre, acheter, et que cela ne pose aucun problème, aucune civilisation ne s'oppose pas à une idéologie, à une conception de la vie de par une vision religieuse, etc., etc. Et puis on vient, on tue 30, 40, 50 personnes, ça marque les esprits, ça nous interpelle. Nous devons poser la question, qu'est-ce qui peut amener les gens à le faire? Et lorsqu'on se pose cette question, on retrouve derrière les hommes politiques. Les hommes politiques sont à l'origine de ces dérives-là, de par leur mode de pensée, de par la façon dont ils veulent mettre en œuvre ce qui est souvent des ambitions personnelles, etc., etc. Donc, moi, je crois que toutes ces dérives interpellent la société politique du monde entier, et singulièrement, puisque vous avez préféré Kolofata, singulièrement Nice, en Europe, en France, la société politique. Qu'est-ce que les hommes politiques font? On en parle tout à l'heure. Alors justement, Franck, ici, c'est quoi la nouvelle donne politique? Parce que d'un côté, on a envie de pleurer, personne ne peut se réjouir du malheur des autres, mais on sent quand même que ces donneurs d'ordre, ces super puissants, ces gens qui envoyaient des militaires quand ça leur chantait, vont commencer à vouloir les militaires pour eux-mêmes, hein, et que ça change un peu la donne géopolitique, justement. Oui, et qu'on donne moins de leçons à notre armée, par exemple, ou aux autres pays. Je ne pense pas que, si vous voulez, ce doit être sous cet angle-là qu'il faut le plus apprécier la nouvelle donne au niveau international. Et une nouvelle donne qui a été créée par l'irruption du phénomène terroriste et voilà, son imposition dans l'agenda de la discussion à l'échelle nationale et internationale. Parce qu'il me semble que, par les faits, par les données, ceux qui en souffrent le plus, ce n'est pas ces Occidentaux. Jusqu'ici, la France a beau comptabiliser près de 240 personnes mortes en un an presque, c'est-à-dire entre janvier 2015 et aujourd'hui juillet 2016, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Nigeria, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons comme... Rien à voir comment? En termes de proportion, ça reste minime. Donc pour ma part, je pense que nous sommes les principales victimes en tant que pays de la périphérie. Et comme nous tous on le dit ici, là, ce qui est en cause à travers le phénomène terroriste, c'est les fondations, si vous voulez, qui vacillent de l'ordre économique politique mondial. Qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui est mis sur la table en termes de revendications par ces terroristes? C'est la question qu'on doit se poser. Comment ces terroristes peuvent naître et se déployer dans nos sociétés? Et comment on peut prévenir? C'est-à-dire quelles sont les insuffisances? Mais on sait bien que dans une lutte, ce n'est pas souvent juste les terroristes qui peuvent profiter. Non, je distingue ici... Enfin, les retombées, les dividendes politiques, c'est souvent plus souterrain. Bon, moi je distingue parce que c'est un phénomène vaste. Moi je distingue ce que l'on appelle le terrorisme d'État, auquel vous faisiez allusion. Et en tant que victime, en tant que membre d'un citoyen d'un pays de la périphérie, vous vous réjouissez qu'enfin ils connaissent aussi ce que nous vivons. Non, je ne peux pas me réjouir, ne dites pas ça. Bon, je le distingue un peu d'autres formes si vous voulez, d'extrémisme qui veulent imposer
à l'ensemble de nos communautés un ordre moral, politique, etc., qui ne soit pas celui auquel on aspire, c'est-à-dire celui du consensus, celui qui s'approche des principes démocratiques et qui fait la séparation claire entre les collectivités publiques et les opinions religieuses. Donc je veux simplement dire que pour nous, il faut s'attaquer clairement un peu plus aux questions sociales. Il faut que le discours sur le vivre ensemble, la tolérance s'impose et soit au-delà du discours même institutionnalisé dans les pratiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'exclusion, c'est l'injustice qui favorise mais qui ne crée pas ce type d'extrémisme. Ok. Alors Guy Parfait, on va sortir de ce premier volet de l'émission avec votre analyse. Est-ce qu'on peut avoir une conscientisation globale, un monde plus humain, un monde moins prédateur? C'est utopiste, comme le disait un ministre l'autre jour, en discutant, en échangeant avec moi, mais il faudrait quand même que les gens prennent conscience que le monde va à la dérive si les prédateurs veulent toujours dominer les plus faibles. Enfin, je sais pas. Il y a derrière une compréhension spirituelle de la question. Et quand je dis spirituel, il vaudrait mieux qu'on comprenne qu'il y a une grosse différence entre ce qui est spirituel et ce qui est religieux. C'est pas la même chose. La compréhension spirituelle qui est fondationnelle, en fait, est que l'homme devrait déjà établir ses objectifs par rapport à l'identité. Je vais dire ça quoi? À la compréhension de son identité. Qui est-ce qu'il est lui-même? L'homme vient de Dieu. Qu'il comprenne Dieu ou pas, c'est une réalité. On n'a pas demandé son avis pour qu'il en soit ainsi. Que cela lui soit enseigné dans l'environnement religieux ou pas, il vient de Dieu. Et à partir du moment où il vient de Dieu, il est dans une logique de partenariat avec Dieu sur laquelle on n'a pas demandé non plus son avis. C'est-à-dire que Dieu l'a conçu pour que lui, il obéit aux lois qu'il a établies et en échange, Dieu lui donne accès à son héritage. Or, le problème là-dedans, c'est que l'homme n'a pas conscience de ce partenariat et de cette nature ontologique essentielle à sa vie sur Terre. Par conséquent, il brise toutes les règles du partenariat. Et comme il brise toutes les règles du partenariat, il ne peut qu'assumer les conséquences de ces violations. Pour sortir les hommes de la prédation, il faudrait enlever chez eux l'égocentrisme. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils comprennent les lois sur l'amour. Est-ce que les États réfléchissent comme ça? Comment constitue-t-on des États? On peut faire une échelle, juste pour le plaisir. On part d'où? De la famille. Plusieurs familles forment un État. C'est comme ça. Et plusieurs États forment la planète Terre. Si depuis le noyau familial, le jeu est faussé, les règles sont faussées, les normes sont faussées, on ne peut pas avoir des États humains. Puisque les humains même qui sont constitués depuis le noyau familial manquent d'humanité. On n'est pas humain juste par la structuration physique et le fait qu'on ait un semblant de socialisation. La socialisation se construit à travers l'éducation qu'un individu a reçue. Si un individu a été infirme dans l'éducation qu'il a reçue, si son éducation est une éducation de violence, il va sortir de la famille à l'environnement, de la famille avec cette violence, il va l'exprimer sur le plan social, il va l'exprimer sur le plan professionnel. Et quelle que soit la position qu'il a, parce que l'inter-influence entre les êtres humains n'est pas une question de poste, c'est une question d'influence tout simplement. Ce n'est pas parce que vous êtes plus un pousseur que vous avez moins de responsabilité que le médecin. Ce n'est pas parce que vous êtes médecin que vous avez moins de responsabilité en termes d'inter-influence dans la relation humaine que le journaliste. Chacun d'entre nous a sa part de responsabilité. Si chacun réalise donc l'obligation de respecter les lois qui ont été données, qui sont pourtant enseignées sur le plan religieux. Les prêtres, les pasteurs, Ségauzy a enseigné un certain nombre de choses. Parfait, on va chuter, mais... Oui, je voudrais finir. Oui, le problème à la base, ils ne l'ont pas dit d'une certaine... ils l'ont dit d'une certaine façon, quand Franck Essi parle, c'est un problème d'éducation. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on construit comme schéma? Demain va dire, bon, on laisse les Africains et leur cacao et leur bois et leur boloré, pardon, et leur banane. La France fait partie des pays qui ont structuré une éducation de la paupérisation en Afrique. Ils savaient à quoi sert l'éducation. Un homme bien éduqué est plus dangereux qu'un homme armé qui a une arme à feu. L'éducation, lorsqu'on veut appauvrir un individu, on lui donne une éducation de la misère. Lorsqu'on veut fabriquer un leader, on lui donne une éducation du leadership. Donc ce n'est pas contournable. C'est qu'est-ce qu'on met dans l'esprit des gens qui construisent l'homme. Donc c'est des éléments fondamentaux par lesquels il faudrait repasser, restructurer l'idéal de vie, l'idéal de pensée qui permet de socialiser, non, de resocialiser l'homme, de recontextualiser cette socialisation et de fabriquer une nouvelle génération. Et non des individus qui pensent pour soi, qui pensent en soi et uniquement pour eux. Guy Parfait Senghor, revient à vous. Alors, et si c'était venu, donc, le temps du Cameroun, de l'Afrique,
C'est-à-dire, à quelque chose, malheur est peut-être bon. Je veux dire que si l'Afrique profitait de ce petit chaos mondial-là pour s'imposer, pendant que l'Europe est déchirée, pendant que les Américains ne savent plus qui ils sont à peu près, et que les Africains passent plutôt des bons signaux. Je prends pour exemple l'Union africaine, le sommet qui s'est bien tenu, on a vu le passeport africain, l'intégration, on a fait de beaux discours. Est-ce que c'est pas le temps de l'Afrique? Je ne conçois pas le rôle de l'Afrique dans le monde comme un rôle de domination. Elle n'a pas à vouloir dominer qui que ce soit. J'ai pas dit de dominer. Nous sommes plus humains. C'est nous qui sommes les seuls humains de la Terre, j'allais dire. Bon, tout ça, c'est des formes de domination si vous considérez que vous êtes seul à être quelque chose de bien. Ce que moi je crois, c'est que premièrement, ceux qui ont voulu concevoir le monde en termes de rapport de force et de domination sont en train de voir que... les limites. C'est de ça qu'on parle. Voilà, cet état de choses a des limites et n'est pas générateur de la sécurité, même pour ceux qui se sont constitués les plus forts. Et que des formes, ils ont vu la sécurité en termes militaires. Et l'évolution du monde a généré des insécurités qui n'ont rien à voir avec du militaire. Et les gens sont désemparés. Donc, évidemment, je crois à la théorie de Senghor du supplément d'âme, c'est-à-dire que l'Afrique, pour avoir été ceci, dominée, etc., a gardé une certaine forme de naïveté, de virginité en matière de bêtises aussi du monde, non? Dont les grands pays peuvent s'inspirer. Je crois que la dose d'humanité que l'Afrique a aujourd'hui reste un peu plus authentique que ce que les sociétés de consommation ont pu créer. Ceci dit, l'Afrique peut saisir l'opportunité des interpellations que le chaos mondial suscite, génère dans les esprits des politiques pour elle-même se réorganiser mieux, pour elle-même d'abord, et pour apporter sa contribution dans la meilleure réorganisation du monde. C'est pourquoi le débat, par exemple, sur la présence de l'Afrique dans le Conseil de sécurité, pour moi, est un débat, une façon de mettre la charrue devant les bœufs, parce que je considère que l'Afrique a des priorités qu'elle doit d'abord régler elle-même, avant maintenant de se projeter pour l'amélioration du monde. Les deux ne peuvent pas se faire exactement au même moment, parce que une des responsabilités est trop lourde par rapport à une autre. Donc moi je suis pour que, notamment des pays comme le nôtre, prennent en compte les leçons que la situation du terrorisme, et avant le terrorisme que nous connaissons au Grand Nord, le grand banditisme avec les coupeurs de route, qui ont longtemps sévi là-bas, qu'on a voulu gérer sur le plan purement militaire, avec des grands officiers de police, de gendarmerie, qu'on a souvent affectés là-bas, et qui ont fait un travail de répression du grand banditisme qui semblait satisfaisant. Mais ce banditisme s'est ammuté et est devenu autre chose. Donc il y a des interpellations. Comme vous avez dit tout à l'heure, les autres panélistes, que ce soit le secrétaire général Franck ici, ou M. Sommet, nous avons évoqué l'éducation. Et il ne faut pas qu'on perde de vue les récriminations du président de l'Assemblée nationale. Même si on peut considérer qu'il n'a pas de responsabilité dans ce qu'il décriait, l'état de paupérisation des populations du Grand Nord a créé les conditions fertiles à la diffusion d'un certain type de croyances, un certain type de messages sont devenus acceptables par des populations qui, si elles avaient connu une autre forme d'éducation, seraient moins réceptives à ce type de discours. Et donc, le président de l'Assemblée nationale, quand il le dit, devrait continuer à interpeller le gouvernement ou le gouvernement du régime auquel il appartient. Parce que je discutais, comme tu disais tantôt, pour sortir, je discutais il y a tout récemment encore avec un haut fonctionnaire qui est originaire du Nord, qui évoque les disparités en matière, par exemple, d'éducation, qui posent le problème de l'enfant qui est à Bagno, par exemple, qui doit aller faire, ou à Tibati, qui doit aller faire un concours. Le concours est peut-être à Gaoundéré, le centre de concours est à Garoua. Lui, il parcourt 700 km pour arriver au lieu de concours. Alors que celui qui est peut-être à Nkonsamba
parcourt 100 km pour arriver à Douala. Donc, il y a eu une disparité. Donc, il faudrait que l'État... Par exemple, la carte scolaire, il y a des difficultés. Nous savons aujourd'hui que les fonctionnaires qui sont affectés dans les régions reculées du pays, très peu prennent effectivement leur service en raison des difficultés de vie qu'il y a là-bas. Les salaires qui arrivent à peine, le fonctionnaire qui doit partir de là pour venir régler des questions bureaucratiques à Yaoundé, qui va mettre 2-3 mois. Alors, le résultat, c'est que, par exemple, l'élève de Douala finit son programme, l'élève qui est là-bas au bec de canard ne finit pas son programme et tous doivent aller faire les mêmes épreuves au baccalauréat. Tout ça, c'est à voir. Exactement. Donc, on a retenu l'éducation, en plus le contenu. L'organisation politique aussi. Mais même la santé. Je vais vous prendre le cas pratique d'un collège, de centre de santé de Fifinda. C'est à 30 km de Kribi, je pense. On a affecté une dizaine de médecins, mais tous sont partis. Sont repartis sur Yaoundé ou en France ou ailleurs, ou en Chine. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils ne sont pas médecins pour laver les plaies. Il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait rien. Et il faudrait peut-être que l'Afrique, au-delà du discours, pense à s'organiser. C'est ça, Franck? Vous, l'économiste, lancez des pistes? Non, effectivement, je pense que, quand vous évoquiez tout à l'heure, est-ce l'heure de l'Afrique, avec le sommet de l'Union africaine, etc., qui vient de s'écouler, je pense qu'il y a des opportunités pour l'Afrique. Mais la principale responsabilité des dirigeants aujourd'hui, c'est de créer... Le cas du Cameroun, hein, revenons au Cameroun. Enfin, de l'Afrique. Bon, j'ai voulu le situer. Le Cameroun n'est pas, si vous voulez, hors de l'Afrique. Voilà. Partie prenante de l'Afrique. Parce que moi, je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, nous observons qu'en termes de conception des institutions, des politiques qui sont capables de prendre en charge de façon effective nos réalités, il y a un grand déficit. Ce que vous décrivez, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on voit ça dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'éducation, comme le disait M. Limbi Lobé, et dans bien d'autres domaines. Il y a de nombreux fonctionnaires affectés dans l'arrière-pays, mais qui se battent une fois qu'ils ont eu l'affectation pour revenir dans les grands centres-villes. Donc, qu'est-ce que ça indique sur l'idée qu'ils se font de leurs fonctions? Qu'est-ce que ça indique sur l'état, si vous voulez, de notre projet collectif? Qu'en forme de telles personnes? À notre avis, qu'est-ce qu'on leur dit qu'ils sont censés faire? Donc moi, je pense que c'est autant de déficits, autant d'insuffisances qui, s'ils ne sont pas pris en charge, ne pourront pas faire de nous des pays qui comptent sur la scène internationale. Parce qu'au final, pourquoi on veut compter sur la scène internationale si, au préalable, on n'a pas résolu les problèmes fondamentaux des populations? Je voulais ajouter... Donc je crois que c'est ça la priorité. Et aujourd'hui, c'est là où doit être le débat. Et je pense que malheureusement, des institutions comme l'Union africaine aujourd'hui n'ont pas encore atteint ce niveau, cette vitesse de croisière qui permettent effectivement de prendre en charge les vrais problèmes que vivent les populations africaines. Alors je vous donne la parole tout à l'heure, mais je voulais juste ajouter à la suite de Franck et par rapport à l'expérience que vous avez décrite tout à l'heure. Nous ne pouvons pas faire l'économie a priori de certaines valeurs comme le patriotisme. Nous ne pouvons pas faire l'économie. On est obligé de considérer et de se rendre compte que le projet collectif camerounais et la marche vers sa réalisation sont à peu près des échecs. Et que le Cameroun est quasiment à reconstruire, à repenser. Quasiment. Parce que, qu'est-ce qui fait que le fonctionnaire, le médecin que vous avez décrit, ne veut pas rester à Kribi? Il faut bien qu'on se pose cette question. Jabot, c'était un médecin français qui lui a quitté sa belle France, venir rester sous les manguiers ici, nous sauver contre la maladie du sommeil. C'était un touriste, humaniste. Voulez-vous dire? Mais aujourd'hui, nos propres compatriotes ne veulent pas faire le sacrifice que commande l'état actuel de notre développement économique et social pour le booster. Chacun veut trouver tout le confort. Et Franck ici l'a dit en filigrane, j'essaye de mettre tout ça dehors. Ce qui est dans le fond, c'est quoi? C'est l'inégal traitement des gens. Quand on veut que le fonctionnaire reste à Kribi, où vous avez dit, ou à Kolofata, il faudrait qu'on s'organise pour qu'il ait le sentiment que le service qu'il rend à la nation là-bas fait progresser la nation, l'amène lui-même à progresser autant que le service que son collègue rend étant à Douala. Justement, alors, Guy Parfait Songhai, une autre image.
J'assistais dans un village à Dehané à l'inauguration d'un forage. Et c'était fait par des jeunes étudiants espagnols bénévoles. Ils avaient 18 ans, 20 ans, je ne sais pas d'où ils sortaient. Et cette localité qui regorge d'élite a vu des gens venir avec 10 4x4, des commandants, des généraux, des ministres partout pour célébrer l'inauguration du forage fait par des jeunes bénévoles espagnols. Est-ce que c'est une défaite de l'intelligence dans ce pays? Est-ce que c'est une manière de dire aux gens que le développement, ça sera partout sauf ici, sauf en Afrique? Est-ce qu'on va rater encore ce coach? D'abord, il faudrait peut-être centrer les choses en se rappelant d'où part le développement. Le développement part de l'Afrique. L'Afrique souffre d'un vol de sa mémoire, ou je ne sais pas, d'une dissimulation de sa mémoire. Le règne du continent africain est le plus long de l'histoire de l'humanité. Quand on regarde la Nubie, qu'on appelle aujourd'hui Soudan, qui a créé l'Égypte antique, on sait quel est le processus, encore qu'à la base, on a le foyer africain ancestral qui est beaucoup plus ancien que la Nubie. Le développement vient de l'Afrique, on n'a pas à démontrer cela parce que de gros travaux ont déjà été faits en égyptologie sur ces questions. Le problème n'est pas qu'il y a un échec de l'intelligentsia africaine. Il n'y a pas d'échec puisque cette intelligentsia existe. Moi, je prends des cas pratiques. Hein, oui, donc, on est dans la pratique. Parce qu'on non, je voulais qu'on comprenne, il y a quand même un souci. Vous ne pouvez pas avoir des Prado de 80 millions et vous recevez des forages de 2 millions par les autres. Vous décrivez les tares et les retards du néocolonialisme. Donc ce n'est pas fondamentalement surprenant compte tenu de la configuration qui amène à la constitution des États africains, surtout l'Afrique francophone, qui en fait, quand on veut questionner d'un point de vue clinique, leur existence, on ne peut même pas valider leur indépendance. Donc, je ne voudrais pas entrer dans ce débat qui est très complexe pour aujourd'hui. On ne peut pas valider l'indépendance du Cameroun. L'indépendance du Cameroun est une imposture. Donc, je passe. Le problème aujourd'hui, que si on est d'accord sur le fait que la base est l'éducation, c'est depuis l'éducation qu'on fabrique des leaders, c'est depuis l'éducation qu'on fabrique le développement, c'est depuis l'éducation qu'on refait la gouvernance, alors il faut qu'on rentre dans les bases historiques, identitaires qui permettent de fonder une démarche de développement. Ces bases-là sont établies par les égyptologues, par les historiens, par les anthropologues, que ce soit vulgarisé de façon à restructurer une identité aux Africains, qu'ils existent enfin en sachant qui ils sont, d'où ils viennent. Ça, c'est un pan. L'autre pan, l'Union africaine souffre de difficultés dû à sa constitution, à son financement. L'Union africaine a financé à plus de 60% par l'Union européenne. Ça a été rectifié, là. On a dit qu'ils vont prélever 2%. Ils vont seulement. C'est un projet. C'est un projet. C'est plus grave, c'est 80%. Oui. J'ai voulu être modeste pour ne pas mentir, parce que les statistiques, je les ai. Pour ne pas être à la Allons-y. Lorsque l'Union africaine aura quitté cette forme de perfusion permanente qui fait que, au lieu d'être financée par les pays, par les États à l'intérieur, elle est financée de l'extérieur, elle aura une marge de manœuvre en matière d'orientation de ses politiques de développement, en matière de diplomatie, en matière de politique économique, etc., etc. L'Union africaine est encore dans un environnement où un bon nombre de ces États sont des États néocoloniaux. Il n'y a pas de marge de manœuvre réelle. La majeure partie des chefs d'État qui sont là sont des gens qui sont là par la volonté de l'Occident. Il y a cette faiblesse stratégique qui fait qu'elle est percutée. Et je vais me dire de façon insidieuse, d'abord en tant qu'organisation continentale, elle est infiltrée de façon insidieuse par les micro-entités que sont les États. Au niveau stratégique, elle n'a pas les marges de manœuvre qu'elle devrait avoir pour influencer. Plus grave, les chefs d'État qui sont en majeure partie en Union africaine souffrent de ce qu'on appelle en gouvernance de la schizophrénie. C'est-à-dire que quoi? Ils ont un comportement de justificatif bilatéral. Lorsqu'ils sont incompétents au niveau national, ils justifient leurs incompétences par la pression extérieure. Lorsqu'ils sont incompétents dans leurs relations à l'extérieur, ils justifient leur incompétence par la pression intérieure, qui est due aux trois piliers que sont l'autorité traditionnelle, l'autorité religieuse et le sentiment d'appartenance à la même nation. Il faut former une nouvelle génération de leaders en Afrique et il faudrait pour cela que ceux qui possèdent le savoir, ce savoir qui permet de réorienter l'identité, de reconfigurer les identités, que ce savoir-là soit disponible, que les savants, permettez l'expression entre guillemets, que les experts africains qui ont travaillé sur les questions d'identité, mais pourquoi vous avez peur de dire savant? Etc., ça reste à mon humble avis du regard spirituel. Je préfère les appeler des instruments d'enseignement. Le terme savant est excessif. Guy Parfait, on va faire circuler la parole. Chuter et puis on va... Oui, je voulais dire ceci. L'éducation doit être refaite en priorisant
tout ce qui permet aux enfants africains de retrouver leur identité, c'est-à-dire leur pouvoir, leur autonomie et leur capacité à frapper depuis l'intérieur, c'est-à-dire une véritable capacité à exister, à penser de soi-même, au lieu de penser à les concepts et les approches occidentales. Abel Elimbi Lobé, quand on voit justement, il a parlé de savants tout à l'heure, moi j'ai une petite lecture, je pense que on déteste ceux qui savent, ou bien ceux qui luttent, ceux qui se battent. Il y a un sentiment, vous vous sentez pas coupable juste parce que vous aimez votre pays quand vous passez dans certains bureaux ou dans certains, parmi l'élite, est-ce que, enfin, à l'opposé de quelques aveugles intellectuels qui viennent pleurer et revendiquer des postes sur un plateau, moi je pense que vous avez quand même le mérite de lutter, mais en retour vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qu'on vous reproche. Non, ce que je sais, c'est que la lutte est difficile. La lutte, les problèmes que M. Song est en train de poser, j'ose croire que vos téléspectateurs comprennent. En réalité, il pose des problèmes de fond. Il pose des sérieux problèmes de fond. C'est pour ça qu'il est là, que vous êtes là. Que nous savons tous, qui existent, qu'il faut traiter, dont seul le règlement de ces problèmes-là va générer le commencement des grandes choses. Pourquoi on ne libère pas le peuple qui souffre tant? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et très rapidement. Il faut déjà dire que c'était un très gros débat, encore que le temps ne nous permet pas. Il faut quand même les initier. Ce que je veux dire, c'est que, pour faire court, il faut que les élites africaines et camerounaises, puisque nous sommes au Cameroun et que nous parlons singulièrement du Cameroun, apprennent à se donner la main pour régler des problèmes au-delà de leurs intérêts personnels. Je vous donne un exemple simple. Nous savons tous que le système électoral de notre pays ne permet pas aujourd'hui une saine compétition entre les différents prétendants à des postes de responsabilité. Mais qu'est-ce qui nous empêche de mettre un système d'élection claire, comme au Nigeria, oui, ou comme... je sais pas. C'est à ça que je voulais arriver. Sommes-nous si méchants? Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a des forces extérieures qui nous empêchent de réviser notre code électoral. Laissez la France là où elle est. Donc je le disais encore hier sur un plateau de télévision, que laissez un peu la France tranquille et travaille pour elle-même. Travaillons aussi pour nous-mêmes. Mais je suis de ceux qui pensent que l'élévation d'esprit et de la conscience de l'intérêt collectif, ce que M. Parfait Song est en train d'évoquer, n'habite pas tous les acteurs. Il y a des acteurs qui pensent que ce qui est important pour eux, c'est par exemple de rester au pouvoir 33 ans, 40 ans. Il y a des acteurs, on ne trouve pas seulement ça du côté de M. Biya, on trouve aussi ça du côté des partis d'opposition. On revoit le même comportement. Justement, ce n'est pas un comportement de M. Biya seul. On voit très bien que on a fait... Vous voulez dire que John Froundi est plus dangereux que Biya, c'est ça? Non, je veux dire que... Non, dites-le, vous êtes... Non, moi, je vous sens très frustré dans votre parti, par exemple. Non, ça, c'est de la spéculation que vous faites. Allons-y, allons-y. Ce que je veux dire, c'est que... Mais démissionner aussi. John Froundi n'est pas le seul leader camerounais à avoir séjourné aussi longtemps. Adamou Damjoya aussi. Autant. Ça pose un problème. Autant. Bello, lui, il a dit, c'est le RDPC. Peu importe, il reste à la tête de son parti. Il n'a pas organisé... Bello ne dérange personne. Il n'a pas organisé ni implémenté à l'intérieur de son parti la culture de l'alternance comme étant un catalyseur du dynamisme social. Et Limbi Lobé, petite pause. Oui, terminé. Pour dire que tant que nous n'allons pas avoir des hommes politiques qui mettent l'intérêt général en avant, au nom duquel ils peuvent se donner la main et mettre en place les bases d'une organisation sociale positive, vous aurez les mêmes problèmes qui vont se reproduire de génération en génération. Peut-être, voilà donc la clé de l'émission, il faut l'émergence d'une nouvelle classe politique. Je n'ai pas dit de me regarder. Regardez Franck ici. Il y a une nouvelle classe, vous êtes là, mais on veut aussi vous rendre très pauvre, très faible, très fragile. On veut vous menacer, on veut vous faire taire, alors que la relève est là. Non, c'est vrai. Et je pense que votre propos me permet d'apporter peut-être une clarification. Quand on dit pourquoi nous ne décollons pas, c'est un nous englobant qui n'illustre pas toute la
l'hétérogénéité, c'est-à-dire que des différents camps qui sont en présence. Et toute l'ingénierie qui est déployée pour Voilà, parce démolir. qu'on peut être jeune et conservateur. Il y en a jeune, de plus en plus. et voilà, Ils sont donc, plus dangereux. donc pour moi aujourd'hui, je ne m'adresse pas à tout le monde quand je parle, parce que je voulais un peu recentrer un peu mon propos ici. Allez-y. Et recentrer consiste à dire que nous qui avons intérêt à ce que on rebâtisse sur de nouvelles fondations nos États, notre société, qu'on mette en place une éducation qui permette d'avoir des individus solidaires, capables de faire preuve d'humanité et innovants. Pas des perroquets réciteurs de... Qu'est-ce de que petites nous notions sommes en train de faire actuellement? Parce que moi je pense, et c'est ce que nous avons proposé au niveau du CPP, que l'heure actuellement c'est à ce qu'on appelle des alliances d'action. Alliance d'action, c'est que indépendamment des structures, des cadres plus ou moins définis par les lois que sont les partis politiques, etc., sur des causes d'intérêt général, on agisse en synergie. Cette synergie doit se voir au niveau local, au niveau national, au niveau international. On parlait de l'Union africaine tout à l'heure. Je vous ai envoyé un papier en préparation de cette émission où je vous disais qu'en 2009, au Congrès mondial du panafricanisme, j'interpellais tous ceux qui se disent panafricanistes, s'étaient réunis avec nos Bénin pour dire pourquoi n'avons-nous pas encore... L'africanisme des mallettes et du vol. Hein. Non, pourquoi nous n'avons pas aujourd'hui ce qu'on appelle une internationale panafricaniste? Moi, je suis dans un parti qui se dit social-démocrate. Nous sommes dans des internationales de ce type de regroupement. Mais pour ce qui concerne les intérêts fondamentalement africains, il n'y a pas de cadres comme ça qui sont créés. Et c'est la responsabilité de cette élite-là. C'est-à-dire, c'est de créer les espaces de ces synergies, créer les espaces de la sécrétion de ces valeurs, pour qu'ils s'imposent dans les agendas des discussions. Je vous félicite pour ce que vous faites dans le cadre de votre émission, mais je pense que nous devons gagner la bataille idéologique et nous devons être présents sur le terrain de la lutte sociale et la lutte politique par des synergies d'action. Parce que ce qui importe au final, c'est pas que c'est tel parti ou pas, mais il faut que ce soit les masses qui gagnent, ce soit le peuple africain qui gagne. Alors, Guy Parfait Songhai, moi je suis fatigué de voir des gens qui ont l'eau sous leurs pieds à même pas 1 mètre et mourir de soif. Je suis fatigué de voir un continent où le Cameroun, la moitié d'un pays dans le noir, alors qu'il y a le soleil. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est un renversement de mentalité? Il faut que les luttes des masses soient plus fortes? Enfin, dites-nous, moi parfois j'ai envie de me taire. Il faudrait dédogmatiser les populations parce que les gens sont enfermés dans des dogmes. Permettez l'expression. Est-ce que les populations sont réceptives? Enfin, oui, les gens les plus difficiles à aider, c'est les pauvres. Et parce que justement, la pauvreté, elle est mentale, elle est spirituelle. C'est là-bas où il y a un problème, il y a des tares et des retards à combler. Il faudrait déjà... Donc, tuons les pauvres. Non. Il faudrait les enrichir par ce qui leur permet... Mais ils refusent même la lumière. Enfin, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Qui ne refusent Oui, ils pas n'ont pas accès. Il faudrait comprendre ce qui s'est passé. Il faudrait comprendre le processus. Nous avons déjà eu lors d'une émission ici, en mai, ici, sur ce plateau, le 14, expliquer le processus qui a permis d'aliéner les populations en Afrique francophone et particulièrement au Cameroun. Oui, parce que l'Afrique anglophone, oui, ça va vite. Hein. On est face à une population qui a subi un long processus d'aliénation d'un peu plus de 50 ans. C'est véritablement de l'aliénation, de l'imbécilisation et de la crétinisation qui a été structurée. Maintenant, il faut désaliéner les gens. Il faut les dédogmatiser, les désenfermer. Il faudrait déconstruire, les désenvoûter et même les déposséder pour certains. Parce qu'il y en a qui sont victimes de la sorcellerie. Attention, Guy Parfait, n'ouvrez pas les portes de la chapelle ici. Il y en a qui sont même victimes de sorcellerie de façon brute. Pourquoi? Certains gouvernants brillants de médiocrité, médiocrité patente, ont trouvé comme meilleure stratégie pour maintenir le pouvoir l'usage brutal et excessif des outils ésotériques contre leur population. Et ça a des effets incalculables. Beaucoup de personnes veulent se battre mais ne comprennent pas qu'il y a une chape qui, depuis l'immatériel, j'ai expliqué les principes ici tout à l'heure, oui, avançons. qui est efficacement utilisé sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. Je prends le CPP qui est un parti que moi j'apprécie sur le plan de l'ingénierie. J'en profite pour le féliciter ici publiquement à l'international. C'est l'un des rares partis qui travaille, qui fait le travail de fond que les autres ne veulent pas faire. Pour faire un tel travail, il faut investir, il faut s'investir. Mais s'ils n'ont pas d'argent, j'ai vu Kawala se battre. L'argent n'est pas la première chose qu'il faut pour... Non, les idées sont là. Ça arrive. Bon, l'argent vient après les idées. Or, les idées, le CPP les a. L'ingénierie, le CPP là.
Et l'audace de CPP là, je ne fais pas la publicité de CPP, je suis un ingénieur politique, je suis un ingénieur en tant que consultant. Mais venez dans ma coopérative politique aussi. On va regarder cette affaire. Allons-y, allons-y. Il se trouve qu'il y a un gros travail à faire pour désaliéner les populations, les dédogmatiser, les désenfermer et les sortir de ces chaînes. Parce que les gens sont enchaînés dans leur intimité au plus profond d'eux-mêmes. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup d'authenticité, parce que si vous n'êtes pas authentique, vous ne pouvez pas percuter les gens. Ça demande beaucoup de sacrifices, parce qu'il faut prendre beaucoup en vous. Et ça demande beaucoup de spiritualité. Pas la religiosité, je dis spiritualité. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à un niveau de relation pure au Créateur, et pour moi, quand je parle de Créateur, je parle de Jésus-Christ, on ne peut pas arriver au niveau de percussion. Écoutez, vous ne pouvez pas faire la politique, vous ne pouvez pas faire la politique sans Dieu. Oui, mais Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ. Les Indiens ne vous l'accorderont pas. Oui, Abel et Limbilové. Je voulais saisir l'occasion ici pour montrer un peu la pertinence d'une bonne partie des propos de M. Songé par rapport à une actualité. Allons-y. Voilà un pays, notre pays, où tout le monde souffre de l'inertie, de la confiscation de l'espace public par des gens qui visiblement ont déjà servi. Je ne juge pas la qualité du service qu'ils ont rendu. Mais je dis, ils ont déjà servi, ils ont déjà donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais s'ils veulent mourir là? Maintenant, tout le pays en souffre. Tout le monde est conscient qu'il faut l'avènement d'une nouvelle classe de Camerounais. Mais personne ne veut s'engager. J'arrive. D'abord parce que ce qui a été bâti au Cameroun jusqu'à aujourd'hui l'a été par des jeunes Camerounais qui revenaient fraîchement de leurs études à l'étranger, d'autres qui n'étaient même pas partis à l'étranger, mais qui se sont retrouvés avec un pays naissant entre les mains et qui en avaient pris conscience et qui ont bâti tout ce que nous voyons là. Il n'y a jusqu'aux années 80, ici 82, personne qui avait 70 ans au gouvernement. Il n'y avait personne qui avait 70 ans dans une institution publique. Or, aujourd'hui, je prends le cas du football que nous aimons tant. Je ne comprends pas que des gens, des acteurs sensés, se mobilisent derrière le général Semengue, qui a déjà servi, qui a donné aussi bien dans le sport que dans l'armée, qui est entré dans l'histoire de ce pays comme un grand serviteur, mais qui refuse de partir pour continuer à servir de force. J'ai l'intime conviction. Pourquoi vous voulez que Semengue parte quand vous voulez que son camarade de classe et de lycée reste? Voilà, je termine là-dessus. Il ne s'agit pas de pousser Semengue à l'enfer. Il s'agit d'obtenir la libération des mécanismes qui permettent à notre pays de se régénérer, de se reconstruire. Je ne comprends pas comment les gens peuvent mettre la détermination de Franck Hapi à apporter sa contribution, lui qui est à la fleur de l'âge, par rapport à celle de Semengue, qui n'a pour seule contribution aujourd'hui que sa volonté de ne pas partir. Mais pourquoi les gens empêchent Martial Bissok de dire à Paul Biya d'aller se reposer? Non, personne ne doit d'ailleurs. Moi-même, j'ai demandé au président de prendre sa retraite. J'ai demandé à des Camerounais de signer cette pétition. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 1200 personnes qui ont le courage. Et ça rejoint donc ce que Guy Parfait Songé dit. Les gens se comportent comme s'ils sont enchaînés, comme s'ils sont dans une espèce de chape qui les empêche de prendre conscience des enjeux. Franck, ici, écoutons Franck ici, parce que ça court là. Le Nigeria inaugure aujourd'hui son TGV, c'est-à-dire 275 km/h. Vous imaginez qu'au Cameroun, Douala-Yaoundé, avec Bolloré Rail Train, nous faisons 4 heures pour 200 km environ. Est-ce que c'est pas aussi ça le problème? C'est pas une insulte à notre intelligence? Est-ce que c'est pas un problème global? Enfin, j'admire les tresses de Bolloré, c'est pas ça le problème. Écoutez, mais il y a un problème. C'est au moins le changement des élites. Vous pouvez compter combien de personnes ont changé on a changé à la tête du Nigeria du temps où... Non, Franck, ici. Voilà, il va en parler certainement. Non, je pense que de mille et une manières, on a déjà posé le problème. De mille et une manières, on a déjà indiqué les pistes qui tous parlent de refondation et qui commencent par densifier la lutte dès aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas être médiocre
pour être Mais c'est déjà connu. bien au Cameroun? Est-ce que c'est pas un régime L'honnêteté, médiocre? la compétence, bien des cas au Cameroun, est un délit. Maintenant, comme on a pu dire, il ne sait, et là je cite un des pères fondateurs, M. Oumiobe, du Cameroun, qui dit « Il ne sert à rien de dénoncer l'injustice et l'arbitraire d'un système si l'action n'est pas organisée pour y mettre un terme. » Donc aujourd'hui, ce n'est plus ces vieux-là, ce n'est plus ce système-là qui convient de décrire, de dénoncer, mais c'est plutôt d'interroger ce que nous mettons comme ingénierie de mobilisation de nos forces pour arriver à bout de ce système. Et je pense que plus de 50 ans après le début de cette lutte-là, à un moment, nous aussi, on doit être extrêmement dur et sévère envers nous-mêmes. Parce que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que nous faisons et pourquoi nous n'arrivons pas à être plus efficaces. Il ne s'agit pas de s'auto-flageller, parce qu'on a quand même gagné la bataille de la justesse de la cause. Maintenant, au niveau opérationnel, il faut être plus efficace dans la conquête des masses, dans la mise en mouvement et dans la défaite comment on va faire la de conquête tous ces des masses potentats qui dirigent. dans une immensité de paupérisation. Non, je pense que le travail que nous sommes en train de faire participe déjà à ce que vous... Bon, juste qu'on ne fait rien. Comme vous savez, la pauvreté... Ne disons pas non plus. Ça peut être un frein. Écoutez, votre émission aujourd'hui permet de parler à des millions de personnes. Si vous ne l'auriez pas créé, nous ne serions pas en train de débattre ici. Ce que Guy Parfait Songé est en train de dire, c'est-à-dire la nécessité de révolutionner l'état des esprits, ne tombe pas dans les oreilles de ceux... Laissez Guy Parfait lui-même le dire. En réalité, vous devez avoir conscience du fait qu'aujourd'hui, accuser ne résout aucun problème. Si accuser ne résout aucun problème, le problème se situe maintenant dans le niveau de responsabilisation et d'autonomisation des populations, quel que soit le rang social des cibles. C'est ça l'enjeu, c'est ce que Franck est en train d'expliquer. Or, le problème dans la désaliénation, c'est que c'est un travail clinique, c'est un travail de thérapie, que certains ne comprennent pas tel quel, et continuent à regarder les choses sous un angle que l'aliénation a voulu, c'est-à-dire l'irresponsabilité et l'inconséquence. Les gens ne se sentent pas responsables d'un pays qui est le leur, que soit pauvre ou riche. Il faut briser ça. Et je ne sais pas combien de personnes continuent, alors ça c'est une pathologie, à nous aborder, nous les leaders d'opinion. Je suis sûr que si ça m'arrive, ça arrive à Elie Lobessa. Mais il faut faire attention, hein? On peut te tuer. Ils continuent à vendre la peur dans ce pays, là où la peur n'a plus de place. Eux-mêmes qui sont déjà morts. Qui sont déjà morts, parce que c'est ça la mort. Que d'arriver à un niveau de douleur où on n'arrive même plus à réaliser qu'on doit vivre, qu'on doit respirer, qu'on doit exister. Le problème aujourd'hui est que nous devons combiner nos efforts à divers niveaux. J'ai parlé du spirituel, les autres experts ici ont parlé à politique, économique, sociale. C'est cette combinaison de toute cette façon, toute cette expertise qui permet d'apporter des solutions. Et aujourd'hui, ça relève de la sorcellerie de vouloir que M. Biya se représente en 2018. Il faut le dire. Ça relève directement à la sorcellerie. Moi, je suis un scientifique. En temps, on appelle sorcellerie ce qui n'est pas cohérent. En 2018, il aura 85 ans. Bon, il a déjà exercé le pouvoir pendant longtemps. J'ai beaucoup de respect pour sa personne parce qu'il est chef d'État et parce que de toute façon, à ce poste aussi longtemps, ça fait mal. Au niveau mental, vous souffrez. Au niveau spirituel, vous souffrez. Au niveau physique, vous souffrez. Au niveau affectif, vous souffrez. Augmenter encore la souffrance d'un homme. C'est-à-dire, alors qu'il a adulé par 23 millions de Camerounais. Non. Vous parlez de famille. La responsabilité de chef de l'État est très pénible. La quantité de critiques qui s'abat sur le président au-delà de la critique, jour, et la responsabilité. Il en souffre. Est-ce qu'il y a eu un président au Cameroun qui a été aimé? Enfin, Dieu seul sait s'il y en a eu plusieurs. Il s'agit pas de... Comme Paul Biya, Bill Vendor, Barthélemy. Ça, c'est ce que les gens disent. Je vais le dire comme ça. Oui, bon. D'ailleurs. Je vais dire ceci. Les gens qui veulent que M. Biya se représente en 2018 ne sont pas vraiment... Ils n'ont pas un minimum d'empathie. Mais c'est eux qui contrôlent tout. Oui, mais il faudrait qu'ils essaient de se mettre à la place d'un homme qui a suffisamment souffert à ses fonctions, d'être président à la République d'un pays qui est tiré de tous les côtés, dans lequel les enjeux sont toujours d'une complexité que monsieur tout le monde ne peut pas comprendre. Et qui a beaucoup lutté, somme toute, pour maintenir le cap. Voilà. À sa manière. On ne peut pas il faut le laisser, voilà, il faut le laisser tranquille, le laisser partir. Il faut le laisser se reposer. Voilà. Vraiment, moi, c'est pas sympathique. Quand Parfait parle tout à l'heure de l'irresponsabilité, c'est une forme d'irresponsabilité de ne pas envisager d'apporter au président du repos et la relève.
C'est une irresponsabilité qu'une organisation qui a des gros cas, des gens formés, qui ont de l'expérience, estime eux-mêmes qu'ils sont incapables de continuer l'œuvre de quelqu'un dont ils disent que l'œuvre est bonne. Et Limbi-Lobé, je sors. Comme vous n'êtes pas Frundi, vous ne pouvez pas comprendre le goût qu'il y a à rester longtemps à Tarekon. Je sors par deux aspects de ces choses-là. Le premier, c'est que c'est la même démarche que les gens ont aujourd'hui vis-à-vis de quelque chose comme la Ligue de football professionnel. Oui, mais on a compris, c'est bon. Vous comprenez? On est pour Franck. C'est aussi la même démarche que les gens vont avoir dans les partis politiques. Moi, dans mon parti politique, et je me réjouis d'apprendre depuis avant-hier qu'un grand travail est en train de se faire au sommet de mon parti, où le président national et un certain nombre de sages s'accordent désormais sur l'idée que le président national doit passer la main. Ah ben, je n'ai pas dit que le président doit passer la main à Joshua. Attendez. Je suis en train de dire que le principe... Non, je n'ai pas dit qu'il ne doit pas passer. Je termine sur la question en disant que le c'est terminé. Ben voilà. Le principe, c'est que nous devons intégrer l'alternance comme quelque chose de positif pour la bonne marche de notre... Alors, Abel et Limbi-Lobé, je suis désolé. Franck Essi, merci. Songagi, parfait, merci. Mais moi, je suis même pas frustré. Je commence à comprendre les mécanismes camerounais de l'imbécilisation du peuple. Mais à samedi prochain. À samedi. Bon week-end. On n'est pas content que ça finisse comme ça, quand même. Non, c'est qu'on a tardé à mettre le feu. Non, ben, bravo à Canal 2, quand même. Oui, bravo à Canal 2. Non, vous... Mais après, il n'y aura rien. Excellent week-end à vous tous. Canal 2 commence à accepter un discours. Bonjour et bienvenue. C'est la plus grande émission politique sur le continent. Nous en sommes conscients. C'est pour ça qu'on profite de ces précieuses minutes pour vous donner des pépites de savoir. Enfin, pas moi, qui suis-je? Mais je fais souvent appel à des lumières, à des génies, à des gens éclairés et très qualifiés. Alors, le premier, c'est Franck Essi, qui est en train de faire sa thèse. Donc il est économiste et puis il est le secrétaire de tout jeune et non moins talentueux secrétaire général du CPP et il est notre invité ce samedi. Bonjour. Bonjour Martial, bonjour à tous ceux et celles qui nous regardent. Et puis c'est un visage connu et reconnu internationalement. Guy Parfait Songhai est politologue, mais depuis quelque temps, homme de Dieu, homme d'église. Il a créé sa science. Et je ne sais pas si ça marche, mais apparemment, à vous voir, Guy Parfait, je sais que vous vous portez un peu mieux en tout cas, financièrement aussi. Ça rapporte l'église, la prêche, les séances, les consultations. Bref, dites-nous quelque chose. Et bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à Martial Bissot, bonjour à Franck Essi. Bon, j'ai pas encore le privilège d'avoir une église. Encore que s'il faut parler d'église, mon église est dans le cœur des hommes, parce que c'est le lieu dans lequel Dieu habite. Oui, homme de Dieu, parce qu'effectivement, depuis pratiquement 2 ans, je mène des activités qui relèvent vraiment du spirituel, que ce soit la prédication, l'évangélisation, pour le dire ainsi, même si ça a un caractère assez scientifique. Et le fait que ce soit spirituel se dégage des logiques traditionnelles religieuses que l'on sait. Je n'ai pas d'église, mais ça ne pose pas de problème, puisque les hommes d'église, eux, n'hésitent pas à m'inviter dans leur paroisse pour que je donne quelques enseignements, ou encore que je déploie l'autre pan
que j'ai eu la grâce de voir ouvrir dans ma vie, c'est-à-dire le pan de la guérison ou le pan de la délivrance, ou encore même le pan des révélations que l'on peut faire. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup d'amalgame, tout ça? Il n'y a pas d'amalgame, ce sont des dons différents. Le don de délivrance, le don de guérison, le don d'évangélisation, le don de prophétie sont des dons très différents pour ceux qui sont les pratiquants. Dis donc, ouais. On peut expliquer. La guérison permet de traiter les maladies spirituelles, spirituo-matérielles ou matérielles, que ce soit de près ou à distance. La délivrance permet de déposséder les gens. Dans les cas de possession, les démons et des entités de quelque ordre qui possèdent un individu, vous avez autorité sur elles par Jésus-Christ. L'évangélisation, c'est l'enseignement. C'est-à-dire que vous êtes capable de donner des enseignements innovants, pratiques, opérationnels pour résoudre les problèmes. C'est bon, Guy Parfait, délivrer déjà les Camerounais et on ne sera que content. Alors, vivre, c'est lutter. Ça, vous le savez. Et moi, je vais ajouter à la suite de ce penseur, survivre, c'est refuser d'exister. Pourquoi vous survivez, chers Africains, chers Camerounais? Alors, les thèmes aujourd'hui, c'est évidemment, je suis allé piquer un petit bout d'intelligence à Chinua Achebe. Le monde se fond, things fall apart. Alors, au regard des attentats, de l'Europe martyrisée, fragilisée, de l'Europe déchiquetée, frappée en plein cœur. On ne peut pas se réjouir des malheurs des autres, mais il faudrait qu'on en parle. Et on va partir de cette situation pour revenir à l'Afrique et au Cameroun. Et avec cette question, et si c'était le temps de l'Afrique? Finalement, parce que l'Afrique s'est souvent libérée quand les autres sont en panne. Enfin, parce que quand ça marche chez eux, ils nous font trinquer. Enfin, c'est une question d'intelligence maintenant. Franck Essi, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur ce monde qui s'effondre, sur ses valeurs, sur cette perte de repères généralisés? On ne sait plus qui est le plus fort, qui est le plus faible. Hier encore à Munich, le sang a coulé. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Bon, je pense qu'aujourd'hui, à travers les attentats qui se reproduisent et la violence, qui n'est peut-être pas caractérisé comme terrorisme, qu'on observe dans des pays occidentaux. Les Occidentaux expérimentent ce que nous, en Afrique, nous vivons depuis plusieurs décennies et qui est la traduction, si vous voulez, d'une sorte de dérive extrémiste. Extrémisme qui naît du fait que, malheureusement, l'ordre économique, l'ordre politique, l'ordre social mis en place dans les États, mis en place à l'échelle mondiale, crée des injustices, crée des frustrations qui amènent certains malheureusement à opter comme solution ce type d'approche qui, pour nous, fondamentalement ne résout pas le problème. Ça crée un chaos, ça crée un désordre qui fait en sorte qu'aujourd'hui tout le monde est appelé à s'interroger, à remettre en question un peu ses certitudes et à travers la souffrance et à travers la folie qu'on voit par ces actes terroristes, interroger les nouveaux fondements sur lesquels le vivre ensemble peut se construire. Mais voilà, alors Guy Parfait Songhai, est-ce que ce n'est pas une question fondamentale là, celle du vivre ensemble et comment vivre ensemble? Parce que les certitudes, c'est terminé. Les grandes nations ne pourront plus écraser les petites nations parce qu'elles ont l'arme atomique. Les délibérément fous peuvent aussi faire très mal avec 200 000 francs, un camion loué, de l'essence, et puis, bon, voilà. En réalité, les différentes préoccupations qui aujourd'hui jaillissent sont liées à, je vais dire, à l'incapacité du système qui a été imposé par l'Occident, l'incapacité, n'est-ce pas, de ce système à apporter véritablement des solutions. Mais on peut aller très loin si on veut avoir un regard fondationnel par rapport à tout ça. Ce n'est pas juste un problème de l'Occident, ce n'est pas juste un problème de l'Orient ou de l'Afrique, c'est un problème de l'humanité tout entière. L'humanité tout entière qui est en perte de repères parce qu'elle a voulu vivre sans les repères initiaux qui devraient lui servir. De quoi est-ce que je voudrais parler? En réalité, l'homme souffre de n'avoir pas voulu s'appuyer sur les bonnes bases qui lui permettent d'exister. Les bonnes bases qui lui permettent d'exister, c'est déjà savoir qui il est, d'où il vient. À partir du moment où l'homme n'est pas capable de répondre à la question de savoir qui il est, d'où il vient, il a un problème de fond. C'est le problème, n'est-ce pas, de la compréhension, non seulement de l'origine de sa nature, mais aussi de la compréhension de la trajectoire qu'il doit avoir. De l'autre côté, tant qu'on n'a pas résolu la question de la compréhension de la nature, c'est-à-dire que d'où venons-nous et pourquoi sommes-nous ici, on s'embrouille parce qu'on n'a pas d'orientation, on n'a pas de repère. Maintenant, quand vous combinez à cela l'ignorance des lois, l'homme est constitué de façon bidimensionnelle, c'est-à-dire l'homme a une dimension immatérielle invisible, que l'on dit spirituelle, une dimension matérielle
visible que l'on dit matériel, avec un environnement qui a les mêmes caractéristiques, qui sont bidimensionnelles. Or, cette caractéristique va avec une autre loi, c'est le principe de l'inopposabilité de l'immatériel, de l'immatériel sur l'immatériel. C'est-à-dire que quoi? Tout se décide depuis l'immatériel. Même la pensée qui permet de matérialiser une émission, les vêtements, un plan politique, etc., est d'abord immatériel. Si déjà vous n'avez pas les réponses à vos problèmes dans l'immatériel, qu'est-ce que vous allez matérialiser? Et le fait que beaucoup n'aient pas pris conscience de cela a fait qu'ils investissent sur l'accessoire. Se dépensent ce qui est accessoire. Résultat, tant qu'on n'a pas pu le faire, on est égaré. Aujourd'hui, les États tout entiers souffrent d'infimité stratégique, souffrent d'infimité organisationnelle, souffrent d'infimité opérationnelle parce qu'ils n'ont pas compris les lois naturelles depuis lesquelles l'homme devrait fonctionner. Et ces lois-là sont des lois scientifiques, même si elles ne sont pas enseignées à l'université, parce qu'elles sont incontournables. L'autre élément qui est là-dedans, dans la question de l'origine, et question d'origine qui frappe l'être humain, quelle que soit sa nature, c'est que beaucoup n'ont pas compris pourquoi nous sommes sur Terre. On a voulu faire la science sans Dieu. Qui me soit permis de citer un petit passage biblique, c'est Proverbe 1, verset 7, qui dit que la science commence par la crainte de Dieu. Quels sont ces hommes qui estiment qu'il faut faire la science sans Dieu? Maintenant qu'il faut faire la science sans Dieu, jusqu'où l'homme peut-il s'en sortir en ignorant la paternité de celui qui l'a mis sur terre? Alors, bien. Alors, nous recevons Abel Elimbiloé. Bonjour, Abel. Alors, vous entrez dans le débat. On était en train de se dire que le monde s'effondre un peu. Hein. Une pensée piquée à Chinua Achebe, le grand écrivain nigérian. Et les attentats, le monde qui se bouleverse, l'Europe qui panique, qui est déchiquetée, j'allais dire, en son cœur. Est-ce que ça nous donne quelques signaux pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui? C'est le chaos? Non, ce n'est pas le chaos. Je crois que c'est des fautes d'organisation, c'est des fautes de développement des types de pensée qui génèrent ça. Mais le monde a toujours été comme ça. Il n'a jamais été, à un moment donné de son existence, très pacifique, très bien, tout marche très bien. Non. Le monde a toujours été une... Là, dit en filigrane, j'essaye de mettre tout ça dehors. Ce qui est dans le fond, c'est quoi? C'est l'inégal traitement des gens. Quand on veut que le fonctionnaire reste à Kribi, où vous avez dit, ou à Kolofata, il faudrait qu'on s'organise pour qu'il ait le sentiment que le service qu'il rend à la nation là-bas fait progresser la nation, l'amène lui-même à progresser autant que le service que son collègue rend étant à Douala. Justement, alors, Guy Parfait Songhai, une autre image. J'assistais dans un village à Dehane, à l'inauguration d'un forage. Et c'était fait par des jeunes étudiants espagnols bénévoles. Ils avaient 18 ans, 20 ans, je ne sais pas d'où ils sortaient. Et cette localité qui regorge d'élite a vu des gens venir avec 10 4x4, des commandants, des généraux, des ministres partout pour célébrer l'inauguration du forage fait par des jeunes bénévoles espagnols. Est-ce que c'est une défaite de l'intelligence dans ce pays? Est-ce que c'est une manière de dire aux gens que le développement, ça sera partout sauf ici, sauf en Afrique? Est-ce qu'on va rater encore ce coach? D'abord, il faudrait peut-être centrer les choses en se rappelant d'où part le développement. Le développement part de l'Afrique. L'Afrique souffre d'un vol de sa mémoire, ou je ne sais pas, d'une dissimulation de sa mémoire. Le règne du continent africain est le plus long de l'histoire de l'humanité. Quand on regarde la Nubie, qu'on appelle aujourd'hui Soudan, qui a créé l'Égypte antique, on sait quel est le processus, encore qu'à la base, on a le foyer africain ancestral qui est beaucoup plus ancien que la Nubie. Le développement vient de l'Afrique, on n'a pas à démontrer cela parce que de gros travaux ont déjà été faits en égyptologie sur ces questions. Le problème n'est pas qu'il y a un échec de l'intelligentsia africaine. Il n'y a pas d'échec puisque cette intelligentsia existe. Moi, je prends des cas pratiques. Hein, oui, on est dans la pratique. Parce qu'on non, je voulais qu'on comprenne, il y a quand même un souci. Vous ne pouvez pas avoir des Prado de 80 millions et vous recevez des forages de 2 millions par les autres. Enfin, vous décrivez les tares et les retards du néocolonialisme. Donc ce n'est pas fondamentalement surprenant compte tenu de la configuration qui amène à la constitution des États africains, surtout l'Afrique francophone, qui en fait, quand on veut questionner d'un point de vue clinique, leur existence, on ne peut même pas valider leur indépendance. Donc, je ne voudrais pas entrer dans ce débat qui est très complexe pour aujourd'hui. On ne peut pas valider l'indépendance du Cameroun. L'indépendance du Cameroun est une imposture. Donc, je passe.
Le problème aujourd'hui, que si on est d'accord sur le fait que la base est l'éducation, c'est depuis l'éducation qu'on fabrique des leaders, c'est depuis l'éducation qu'on fabrique le développement, c'est depuis l'éducation qu'on refait la gouvernance, alors il faut qu'on rentre dans les bases historiques, identitaires qui permettent de fonder une démarche de développement. Ces bases-là sont établies par les égyptologues, par les historiens, par les anthropologues, que ce soit vulgarisé de façon à restructurer une identité aux Africains, qu'ils existent enfin en sachant qui ils sont, d'où ils viennent. Ça, c'est un pan. L'autre pan, l'Union africaine souffre de difficultés dues à sa constitution, à son financement. L'Union africaine a financé à plus de 60% par l'Union européenne. Ça a été rectifié, là. On a dit qu'ils vont prélever 2%. Ils vont seulement. C'est un projet. C'est un projet. C'est plus grave, c'est 80%. Oui. J'ai voulu être modeste pour ne pas monter, parce que les statistiques, je les ai. Pour ne pas être à la allons-y, allons-y. Lorsque l'Union africaine aura quitté cette forme de perfusion permanente qui fait que, au lieu d'être financée par les pays, par les États à l'intérieur, elle est financée de l'extérieur, elle aura une marge de manœuvre en matière d'orientation de ses politiques de développement, en matière de diplomatie, en matière de politique économique, etc., etc. L'Union africaine est encore dans un environnement où un bon nombre de ces États sont des États néocoloniaux. Il n'y a pas de marge de manœuvre réelle. La majeure partie des chefs d'État qui sont là sont des gens qui sont là par la volonté de l'Occident. Il y a cette faiblesse stratégique qui fait qu'elle est percutée. Et je vais même dire de façon insidieuse, d'abord en tant qu'organisation continentale, elle est infiltrée de façon insidieuse par les micro-entités que sont les États. Au niveau stratégique, elle n'a pas les marges de manœuvre qu'elle devrait avoir pour influencer. Plus grave, les chefs d'État qui sont en majeure partie en Union africaine souffrent de ce qu'on appelle en gouvernance de la schizophrénie. C'est-à-dire que quoi? Ils ont un comportement de justificatif bilatéral. Lorsqu'ils sont incompétents au niveau national, ils justifient leurs incompétences par la pression extérieure. Lorsqu'ils sont incompétents dans les relations à l'extérieur, ils justifient leur incompétence par la pression intérieure, qui est due aux trois piliers que sont l'autorité traditionnelle, l'autorité religieuse et le sentiment d'appartenance à la même nation. Il faut former une nouvelle génération de leaders en Afrique et il faudrait pour cela que ceux qui possèdent le savoir, ce savoir qui permet de réorienter l'identité, de reconfigurer les identités, que ce savoir-là soit disponible, que les savants, permettez l'expression entre guillemets, que les experts africains qui ont travaillé sur les questions d'identité, mais pourquoi vous avez peur de dire savants, etc., ça reste à mon humble avis du regard spirituel. Je préfère les appeler des instruments d'enseignement. Le terme savant est excessif. Dit parfait. On va faire circuler la parole. Chuter et puis on va... Oui, je voulais dire ceci. L'éducation doit être refaite en priorisant tout ce qui permet aux enfants africains de retrouver leur identité, c'est-à-dire leur pouvoir, leur autonomie et leur capacité à frapper depuis l'intérieur, c'est-à-dire une véritable capacité à exister, à penser de soi-même, au lieu de penser à les concepts et les approches occidentales. Abel Elimbi Lobé, quand on voit justement, il a parlé de savants tout à l'heure, moi j'ai une petite lecture, je pense que on déteste ceux qui savent, ou bien ceux qui luttent, ceux qui se battent. Il y a un sentiment, vous vous sentez pas coupable juste parce que vous aimez votre pays quand vous passez dans certains bureaux ou dans certains... Parmi l'élite, est-ce que... Enfin, à l'opposé de quelques aveugles intellectuels qui viennent pleurer et revendiquer des postes sur un plateau, moi je pense que vous avez quand même le mérite de lutter, mais en retour, vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qu'on vous reproche. Non, ce que je sais, c'est que la lutte est difficile. La lutte, les problèmes que M. Song est en train de poser, j'ose croire que vos téléspectateurs comprennent. En réalité, ils posent des problèmes de fond. Ils posent des sérieux problèmes de fond. C'est pour ça qu'il est là, que vous êtes là. Que nous savons tous, qui existent, qu'il faut traiter, dont seul le règlement de ces problèmes-là va générer le commencement des grandes... Pourquoi on ne libère pas le peuple qui souffre tant? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Très rapidement. Il faut déjà dire que c'était un très gros débat, encore que le temps ne nous permet pas. Il faut quand même les initier. Ce que je veux dire, c'est que, pour faire court, il faut que les élites africaines et camerounaises, puisque nous sommes au Cameroun et que nous parlons singulièrement du Cameroun, apprennent à se donner la main pour régler
des problèmes au-delà de leurs intérêts personnels. Je vous donne un exemple simple. Nous savons tous que le système électoral de notre pays ne permet pas aujourd'hui une saine compétition entre les différents prétendants à des postes de responsabilité. Mais qu'est-ce qui nous empêche de mettre un système d'élection claire, comme au Nigeria, ou comme... je sais pas. C'est à ça que je voulais arriver. Sommes-nous si méchants? Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a des forces extérieures qui nous empêchent de réviser notre code électoral. Laissez la France là où elle est. Donc je le disais encore hier sur un plateau de télévision que laissez un peu la France tranquille et travaille pour elle-même. Travaillons aussi pour nous-mêmes. Mais je suis de ceux qui pensent que l'élévation d'esprit et de la conscience de l'intérêt collectif, ce que M. Parfait-Song est en train d'évoquer, n'habite pas tous les acteurs. Il y a des acteurs qui pensent que ce qui est important pour eux, c'est par exemple de rester au pouvoir 33 ans, 40 ans. Il y a des acteurs, on ne trouve pas seulement ça du côté de M. Biya, on trouve aussi ça du côté des partis d'opposition. On revoit le même comportement. Justement, ce n'est pas un comportement de M. Biya seul. On voit très bien que on a fait... Vous voulez dire que John Froundi est plus dangereux que Biya, c'est ça? Non, je veux dire que... Non, dites-le, vous êtes... Non, pas moi, je du vous tout. sens très frustré dans votre parti, par exemple. Non, ça, c'est de la spéculation que vous faites. Allons-y, allons-y. Ce que je veux dire, c'est que... Mais démissionner aussi. John Froundi n'est pas le seul leader camerounais à avoir séjourné aussi longtemps. Adamou Damjoya aussi. Autant. Ça pose un problème. Autant. Bello, lui, il a dit, c'est le RDPC. Peu importe, il reste à la tête de son parti. Il n'a pas organisé... Bello ne dérange personne. Il n'a pas organisé ni implémenté à l'intérieur de son parti la culture de l'alternance comme étant un catalyseur du dynamisme social. Et Limbilo, petite pause. Oui, terminez. Pour dire que tant que nous n'allons pas avoir des hommes politiques qui mettent l'intérêt général en avant, au nom duquel ils peuvent se donner la main et mettre en place les bases d'une organisation sociale positive, vous aurez les mêmes problèmes qui vont se reproduire de génération. Le leader, on lui donne une éducation du leadership. Donc ce n'est pas contournable. C'est qu'est-ce qu'on met dans l'esprit des gens qui construisent l'homme. Donc c'est des éléments fondamentaux par lesquels il faudrait repasser, restructurer l'idéal de vie, l'idéal de pensée qui permet de socialiser, non, de resocialiser l'homme, de recontextualiser cette socialisation et de fabriquer une nouvelle génération. Et non des individus qui pensent pour soi, qui pensent en soi et uniquement pour eux. Guy Parfait-Song, on revient à vous alors. Et si c'était venu, donc, le temps du Cameroun, de l'Afrique, c'est-à-dire à quelque chose malheur est peut-être bon. Je veux dire que si l'Afrique profitait de ce petit chaos mondial-là pour s'imposer, pendant que l'Europe est déchirée, pendant que les Américains ne savent plus qui ils sont à peu près, et que les Africains passent plutôt des bons signaux. Je prends pour exemple l'Union africaine, le sommet qui s'est bien tenu, on a vu le passeport africain, l'intégration, on a fait de beaux discours. Est-ce que c'est pas le temps de l'Afrique ? Je ne conçois pas le rôle de l'Afrique dans le monde comme un rôle de domination. Elle n'a pas à vouloir dominer qui que ce soit. Je n'ai pas dit de dominer. Nous sommes plus humains. C'est nous qui sommes les seuls humains de la Terre, j'allais dire. Bon, tout ça, c'est des formes de domination si vous considérez que vous êtes seul à être quelque chose de bien. Ce que moi je crois, c'est que premièrement, ceux qui ont voulu concevoir le monde en termes de rapport de force et de domination sont en train de voir que... Les limites. C'est de ça qu'on parle. Voilà, cet état de choses a des limites. Et n'est pas générateur de la sécurité, même pour ceux qui se sont constitués les plus forts. Et que des formes, ils ont vu la sécurité en termes militaires. Et l'évolution du monde a généré des insécurités qui n'ont rien à voir avec du militaire. Et les gens sont désemparés. Donc, évidemment, je crois à la théorie de Senghor du supplément d'âme. C'est-à-dire que l'Afrique, pour avoir été ceci, dominée, etc., a gardé une certaine forme de naïveté, de virginité en matière de bêtises organisation du monde, non? Dont les grands pays peuvent s'inspirer. Je crois que la dose d'humanité que l'Afrique a aujourd'hui reste un peu plus authentique que ce que les sociétés de consommation ont pu créer. Ceci dit, l'Afrique peut saisir l'opportunité des interpellations
que le chaos mondial suscite, génère dans les esprits des politiques pour elles-mêmes se réorganiser mieux, pour elles-mêmes d'abord, et pour apporter sa contribution dans la meilleure réorganisation du monde. C'est pourquoi le débat, par exemple, sur la présence de l'Afrique dans le Conseil de sécurité, pour moi, est un débat, une façon de mettre la charrue devant les bœufs, parce que je considère que l'Afrique a des priorités qu'elle doit d'abord régler elle-même, avant maintenant de se projeter pour l'amélioration du monde. Les deux ne peuvent pas se faire exactement au même moment, parce que une des responsabilités est trop lourde par rapport à une autre. Donc moi je suis pour que, notamment des pays comme le nôtre, prennent en compte les leçons que la situation du terrorisme, et avant le terrorisme que nous connaissons au Grand Nord, le grand banditisme avec les coupeurs de route, qui ont longtemps sévi là-bas, qu'on a voulu gérer sur le plan purement militaire, avec des grands officiers de police, de gendarmerie, qu'on a souvent affectés là-bas, et qui ont fait un travail de répression du grand banditisme qui semblait satisfaisant. Mais ce banditisme s'est ammuté et est devenu autre chose. Donc il y a des interpellations. Comme vous avez dit tout à l'heure, les autres panélistes, que ce soit le secrétaire général Franck ici ou M. Sommet, nous avons évoqué l'éducation. Et il ne faut pas qu'on perde de vue les récriminations du président de l'Assemblée nationale. Même si on peut considérer qu'il n'a pas de responsabilité dans ce qu'il décriait, l'état de paupérisation des populations du Grand Nord a créé les conditions fertiles à la diffusion d'un certain type de croyances, un certain type de messages sont devenus acceptables par des populations qui, si elles avaient connu une autre forme d'éducation, seraient moins réceptives à ce type de discours. Et donc, le président de l'Assemblée nationale, quand il le dit, devrait continuer à interpeller le gouvernement ou le gouvernement du régime auquel il appartient. Parce que je discutais, comme tu disais tantôt, pour sortir, je discutais il y a tout récemment encore avec un haut fonctionnaire qui est originaire du Nord, qui évoque les disparités en matière, par exemple, d'éducation, qui posent le problème de l'enfant qui est à Bagno, par exemple, qui doit aller faire, ou à Tibati, qui doit aller faire un concours. Le concours est peut-être à Gaoundéré, le centre de concours est à Garoua. Lui, il parcourt 700 km pour arriver au lieu de concours. Alors que celui qui est peut-être à Nkonsamba, parcourt 100 km pour arriver à Douala. Donc, il y a eu une disparité. Donc, il faudrait que l'État... Par exemple, la carte scolaire, il y a des difficultés. Nous savons aujourd'hui que les fonctionnaires qui sont affectés dans les régions reculées du pays, très peu prennent effectivement leur service en raison des difficultés de vie qu'il y a là-bas. Les salaires qui arrivent à peine, le fonctionnaire qui doit partir de là pour venir régler des questions bureaucratiques à Yaoundé, qui va mettre 2-3 mois. Alors, le résultat, c'est que, par exemple, l'élève de Douala finit son programme, l'élève qui est là-bas au bec de canard ne finit pas son programme, et tous doivent aller faire les mêmes épreuves au baccalauréat. Tout ça, c'est à voir. Exactement. Donc, on a retenu l'éducation, en plus le contenu. L'organisation politique aussi. Mais même la santé. Je vais vous prendre le cas pratique d'un collège, de centre de santé de Fifinda, c'est à 30 km de Kribi, je pense. On a affecté une dizaine de médecins, mais tous sont partis, sont repartis sur Yaoundé ou en France ou ailleurs, ou en Chine. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils ne sont pas médecins pour laver les plaies. Il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait rien. Et il faudrait peut-être que l'Afrique, au-delà du discours, pense à s'organiser. C'est ça, Franck? Vous, l'économiste, lancez des pistes? Non, effectivement, je pense que, quand vous évoquiez tout à l'heure, est-ce l'heure de l'Afrique, avec le sommet de l'Union africaine, etc., qui vient de s'écouler, je pense qu'il y a des opportunités pour l'Afrique. Mais la principale responsabilité des dirigeants aujourd'hui, c'est de créer... Le cas du Cameroun, hein, revenons au Cameroun. Non, enfin, de l'Afrique. Bon, j'ai voulu le situer. Le Cameroun n'est pas, si vous voulez, hors de l'Afrique. Voilà, partie prenante de l'Afrique. Parce que moi, je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, nous observons qu'en termes de conception des institutions, des politiques qui sont capables de prendre en charge de façon effective nos réalités, il y a un grand déficit. Ce que vous décrivez, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on voit ça dans le domaine de la médecine,
dans le domaine de l'éducation, comme le disait M. Limbi-Lobé, et dans bien d'autres domaines. Il y a de nombreux fonctionnaires affectés dans l'arrière-pays, mais qui se battent une fois qu'ils ont eu l'affectation pour revenir dans les grands centres-villes. Donc, qu'est-ce que ça indique sur l'idée qu'ils se font de leur fonction? Qu'est-ce que ça indique sur l'état, si vous voulez, de notre projet collectif? Quand on forme de telles personnes, à notre avis, qu'est-ce qu'on leur dit qu'ils sont censés faire? Donc moi, je pense que c'est autant de déficits, autant d'insuffisances qui, s'ils ne sont pas pris en charge, ne pourront pas faire de nous des pays qui comptent sur la scène internationale. Parce qu'au final, pourquoi on veut compter sur la scène internationale si, au préalable, on n'a pas résolu les problèmes fondamentaux des populations? Je voulais ajouter... Donc je crois que c'est ça la priorité. Et aujourd'hui, c'est là où doit être le débat. Et je pense que malheureusement, des institutions comme l'Union africaine aujourd'hui n'ont pas encore atteint ce niveau, cette vitesse de croisière qui permettent effectivement de prendre en charge les vrais problèmes que vivent les populations africaines. Alors je vous donne la parole tout à l'heure, mais je voulais juste ajouter à la suite de Franck et par rapport à l'expérience que vous avez décrite tout à l'heure. Nous ne pouvons pas faire l'économie a priori de certaines valeurs comme le patriotisme. Nous ne pouvons pas faire l'économie. On est obligé de considérer et de se rendre compte que le projet collectif camerounais et la marche vers sa réalisation sont à peu près des échecs. Et que le Cameroun est quasiment à reconstruire, à repenser. Quasiment. Parce que, qu'est-ce qui fait que le fonctionnaire, le médecin que vous avez décrit, ne veut pas rester à Kribi? Il faut bien qu'on se pose cette question. Jabot, c'était un médecin français qui lui a quitté sa belle France, venir rester sous les manguiers ici, nous sauver contre la maladie du sommeil. C'était un touriste, humaniste. Voulez-vous dire? Mais aujourd'hui, nos propres compatriotes ne veulent pas faire le sacrifice que commande l'état actuel de notre développement économique et social pour le booster. Chacun veut trouver tout le confort. Et Franck ici. Et si, peut-être, voilà donc la clé de l'émission, il faut l'émergence d'une nouvelle classe politique. Je n'ai pas dit de me regarder. Regardez Franck ici. Il y a une nouvelle classe, vous êtes là, mais on veut aussi vous rendre très pauvre, très faible, très fragile. On veut vous menacer, on veut vous faire taire, alors que la relève est là. Qu'est-ce que... Non, c'est vrai. Et je pense que votre propos me permet d'apporter peut-être une clarification. Quand on dit pourquoi nous ne décollons pas, c'est un nous englobant qui n'illustre pas toute l'hétérogénéité, c'est-à-dire que des différents camps qui sont en présence. Et toute l'ingénierie qui est déployée pour démolir. Parce qu'on peut être jeune et conservateur. Il y en a de plus en plus. Et voilà, ils sont plus dangereux. Donc pour moi aujourd'hui, je ne m'adresse pas à tout le monde quand je parle. Parce que je voulais un peu recentrer un peu mon propos ici. Et recentrer consiste à dire que nous qui avons intérêt à ce que on rebâtisse sur de nouvelles fondations nos États, notre société, qu'on mette en place une éducation qui permette d'avoir des individus solidaires, capables de faire preuve d'humanité et innovants. Pas des perroquets réciteurs de... Qu'est-ce que nous sommes en train de faire actuellement? Parce que moi je pense, et c'est ce que nous avons proposé au niveau du CPP, que l'heure actuellement c'est à ce qu'on appelle des alliances d'action. Alliance d'action, c'est que indépendamment des structures, des cadres plus ou moins définis par les lois que sont les partis politiques, etc., sur des causes d'intérêt général, on agisse en synergie. Cette synergie doit se voir au niveau local, au niveau national, au niveau international. On parlait de l'Union africaine tout à l'heure. Je vous ai envoyé un papier en préparation de cette émission où je vous disais qu'en 2009, au Congrès mondial du panafricanisme, j'interpellais tous ceux qui se disent panafricanistes, s'étaient réunis avec nos Bénin pour dire pourquoi n'avons-nous pas encore... panafricanisme des mallettes et du vol. Hein. Non, pourquoi nous n'avons pas aujourd'hui ce qu'on appelle une internationale panafricaniste? Moi, je suis dans un parti qui se dit social-démocrate. Nous sommes dans des internationales de ce type de regroupement. Mais pour ce qui concerne les intérêts fondamentalement africains, il n'y a pas de cadres comme ça qui sont créés. Et c'est la responsabilité de cette élite-là. C'est-à-dire, c'est de créer les espaces de ces synergies, créer les espaces de la sécrétion de ces valeurs, pour qu'ils s'imposent dans les agendas des discussions. Je vous félicite pour ce que vous faites dans le cadre de votre émission, mais je pense que nous devons gagner la bataille idéologique et nous devons être présents sur le terrain de la lutte sociale et la lutte politique par des synergies d'action.
Parce que ce qui importe au final, c'est pas que c'est tel parti ou pas. Mais il faut que ce soit les masses qui gagnent, ce soit le peuple africain qui gagne. Alors, Guy Parfait Songhai, moi je suis fatigué de voir des gens qui ont l'eau sous leurs pieds à même pas 1 mètre et mourir de soif. Je suis fatigué de voir un continent où le Cameroun, la moitié d'un pays dans le noir, alors qu'il y a le soleil. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est un renversement de mentalité? Il faut que les luttes des masses soient plus fortes. Enfin, dites-nous, moi, parfois, j'ai envie de me taire. Il faudrait dédogmatiser les populations parce que les gens sont enfermés dans des dogmes. Permettez l'expression. Est-ce que les populations sont réceptives? Enfin, oui, les gens les plus difficiles à aider, c'est les pauvres. Et parce que justement, la pauvreté, elle est mentale, elle est spirituelle. C'est là-bas où il y a un problème, il y a des tares et des retards à combler. Il faudrait déjà... Donc, tuons les pauvres. Non. Il faudrait les enrichir par ce qui leur permet... Mais ils refusent même la lumière. Enfin, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Qui ne refusent oui, ils pas n'ont pas accès. Il faudrait comprendre ce qui s'est passé. Il faudrait comprendre le processus. Nous avons déjà eu lors d'une émission ici, en mai, ici, sur ce plateau, le 14, expliquer le processus qui a permis d'aliéner les populations en Afrique francophone et particulièrement au Cameroun. Oui, parce que l'Afrique anglophone, ça va vite. Hein? On est face à une population qui a subi un long processus d'aliénation d'un peu plus de 50 ans. C'est véritablement de l'aliénation, de l'imbécilisation et de la crétinisation qui a été structurée. Maintenant, il faut désaliéner les gens. Il faut les dédogmatiser, les désenfermer. Il faudrait déconstruire, les désenvoûter et même les déposséder pour certains. Parce qu'il y en a qui sont victimes de la sorcellerie. Attention, Guy Parfait, n'ouvrez pas les portes de la chapelle ici. Il y en a qui sont même victimes de sorcellerie de façon brute. Pourquoi? Certains gouvernants brillants de médiocrité, médiocrité patente, ont trouvé comme meilleure stratégie pour maintenir le pouvoir l'usage brutal et excessif des outils ésotériques contre leur population. Et ça a des effets incalculables. Beaucoup de personnes veulent se battre mais ne comprennent pas qu'il y a une chape qui, depuis l'immatériel, j'ai expliqué les principes ici tout à l'heure, oui, avançons. Qui est efficacement utilisé sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. Je prends le CPP qui est un parti que moi j'apprécie sur le plan de l'ingénierie. J'en profite pour le féliciter ici publiquement à l'international. C'est l'un des rares partis qui travaille, qui fait le travail de fond que les autres ne veulent pas faire. Pour faire un tel travail, il faut investir, il faut s'investir. Mais s'ils n'ont pas d'argent, j'ai vu Kawala se battre. L'argent n'est pas la première chose qu'il faut pour... Non, les idées sont là. Ça arrive. Bon, l'argent vient après les idées. Or, les idées, le CPP les a. L'ingénierie, le CPP là. Et l'audace, le CPP là. Je ne fais pas la publicité du CPP, je suis un ingénieur politique, je suis un ingénieur en tant que consultant. Mais venez dans ma coopérative politique aussi. On va regarder cette affaire. Allons-y. Il se trouve qu'il y a un gros travail à faire pour désaliéner les populations, les dédogmatiser, les désenfermer et les sortir de ces chaînes. Parce que les gens sont enchaînés dans leur intimité au plus profond d'eux-mêmes. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup d'authenticité, parce que si vous n'êtes pas authentique, vous ne pouvez pas percuter les gens. Ça demande beaucoup de sacrifices, parce qu'il faut prendre beaucoup en vous. Et ça demande beaucoup de spiritualité. Pas la religiosité, je dis spiritualité. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à un niveau de relation pure au Créateur, et pour moi, quand je parle de Créateur, je parle de Jésus-Christ, on ne peut pas arriver à un haut niveau de percussion. Écoutez, vous ne pouvez pas faire la politique, vous ne pouvez pas faire la politique sans Dieu. Oui, mais Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ. Les Indiens ne vous l'accorderont pas. Oui, Abel et Limbilo. Je voulais saisir l'occasion ici pour montrer un peu la pertinence d'une bonne partie des propos de M. Songhai par rapport à une actualité. Allons-y. Voilà un pays, notre pays, où tout le monde souffre de l'inertie, de la confiscation de l'espace public par des gens qui visiblement ont déjà servi. Je ne juge pas la qualité du service qu'ils ont rendu. Mais je dis, ils ont déjà servi, ils ont déjà donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais s'ils veulent mourir là... Maintenant, tout le pays en souffre. Tout le monde est conscient qu'il faut l'avènement d'une nouvelle classe de Camerounais. Mais personne ne veut s'engager. J'arrive. D'abord parce que ce qui a été bâti au Cameroun jusqu'à aujourd'hui l'a été par des jeunes Camerounais qui revenaient fraîchement de leurs études à l'étranger, d'autres qui n'étaient même pas partis à l'étranger, mais qui se sont retrouvés avec un pays naissant entre les mains et qui en avaient pris conscience et qui ont bâti tout ce que nous voyons là.
Il n'y a jusqu'aux années 80, ici 82, personne qui avait 70 ans au gouvernement. Il n'y avait personne qui avait 70 ans dans une institution publique. Or, aujourd'hui, je prends le cas du football que nous aimons tant. Je ne comprends pas que des gens, des acteurs sensés, se mobilisent derrière le général Semengue, qui a déjà servi, qui a donné aussi bien dans le sport que dans l'armée, qui est entré dans l'histoire de ce pays comme un grand serviteur, mais qui refuse de partir pour continuer à servir de force. J'ai l'intime conviction. Pourquoi vous voulez que Semengue parte quand vous voulez que son camarade de classe et de lycée reste? Voilà, je termine là-dessus. Il ne s'agit pas de pousser Semengue à l'enfer. Il s'agit d'obtenir la libération des mécanismes qui permettent à notre pays de se régénérer, de se reconstruire. Je ne comprends pas comment les gens peuvent mettre la détermination de Franck Hapi à apporter sa contribution, lui qui est à la fleur de l'âge, par rapport à celle de Semengue, qui n'a pour seule contribution aujourd'hui que sa volonté de ne pas partir. Mais pourquoi les gens empêchent Martial Bissok de dire à Paul Biya d'aller se reposer? Non, personne ne doit d'ailleurs. Moi-même, j'ai demandé au président de prendre sa retraite. J'ai demandé à des Camerounais de signer cette pétition. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 1200 personnes qui ont le courage. Et ça rejoint donc ce que Guy Parfait-Song dit. Les gens se comportent comme s'ils sont enchaînés, comme s'ils sont dans une espèce de chape qui les empêche de prendre conscience des enjeux. Franck, ici, écoutons Franck ici, parce que ça court là. Le Nigeria inaugure aujourd'hui son TGV, c'est-à-dire 275 km/h. Vous imaginez qu'au Cameroun, Douala-Yaoundé, avec Bolloré et Rail-Train, nous faisons 4 heures pour 200 km environ. Est-ce que c'est pas aussi ça le problème? C'est pas une insulte à notre intelligence? Est-ce que c'est pas un problème global? Enfin, j'admire les tresses de Bolloré, c'est pas ça le problème, écoutez, mais il y a un problème. C'est au moins le changement des élites. Vous pouvez compter combien de personnes ont changé on a changé à la tête du Nigeria du temps où... Non, Franck, ici. Voilà, il va en parler certainement. Non, je pense que... L'histoire de l'humanité nous montre que de l'Antiquité la plus antique, la plus reculée, permettez-moi le terme, on a toujours connu des conflits, on a toujours connu des guerres. Je pense même que le monde a beaucoup évolué par rapport à ce qu'il était il y a des millénaires, parce que à l'expérience de tous ces événements douloureux, comme disait M. Songué tout à l'heure, les gens se sont mis à penser comment contourner ça, comment gérer ça. Et il y a eu perfectionnement de l'organisation humaine d'une manière générale. Mais le perfectionnement de l'organisation humaine est une œuvre inachevée. C'est une œuvre perpétuelle. Donc les dérives que nous observons, qui nous frappent, qui marquent nos esprits, c'est normal parce que nous sommes nés dans un environnement où un certain nombre de choses n'étaient plus tolérées. Mais rappelez-vous qu'en 1935, je crois, du moment de la Deuxième Guerre mondiale, on a cru qu'on pouvait tuer 3 millions de personnes. On a bombardé 2 villes du Japon, on a tué tout le monde et puis tout le monde s'est rendu compte qu'il ne faut plus que cela reprenne. Donc les dérives auxquelles nous assistons sont le résultat même de l'évolution de la civilisation. La civilisation est en train d'évoluer, elle se perfectionne, mais chaque fois, à chaque évolution correspond l'apparition de nouveaux problèmes. C'est ça l'imperfection, l'imperfection du genre humain. Donc moi je pense que oui, nous avons les événements qui se posent, nous interpellent. Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme prenne un camion, fonce sur des gens qui ne lui ont rien fait? Vous parlez de Kolofata ou bien de je parle de Nice. Et même s'il fallait parler de Kolofata, parce qu'on peut dire qu'il y a même la préférence nationale dans la douleur. Qu'est-ce qui peut expliquer que des gens quelque part prennent une jeune fille inconsciente de l'acte qu'elle va poser, l'habille, l'équipe en des bombes, avec des bombes, et puis l'envoie déclencher ça dans un marché où des gens se retrouvent en train de faire ce qu'ils ont toujours fait depuis la nuit des temps, vendre, acheter,
et que cela ne pose aucun problème, aucune civilisation ne s'oppose pas à une idéologie, à une conception de la vie de par une vision religieuse, etc., etc. Et puis on vient, on tue 30, 40, 50 personnes, ça marque les esprits, ça nous interpelle. Nous devons poser la question, qu'est-ce qui peut amener les gens à le faire? Et lorsqu'on se pose cette question, on retrouve derrière les hommes politiques. Les hommes politiques sont à l'origine de ces dérives-là, de par leur mode de pensée, de par la façon dont ils veulent mettre en œuvre ce qui est souvent des ambitions personnelles, etc., etc. Donc, moi, je crois que toutes ces dérives interpellent la société politique du monde entier, et singulièrement, puisque vous avez préféré Kolo Fata, singulièrement Nice, en Europe, en France, la société politique. Qu'est-ce que les hommes politiques font? On en parle tout à l'heure. Alors justement, Franck, ici, c'est quoi la nouvelle donne politique? Parce que d'un côté, on a envie de pleurer, personne ne peut se réjouir du malheur des autres, mais on sent quand même que ces donneurs d'ordre, ces super puissants, ces gens qui envoyaient des militaires quand ça leur chantait, vont commencer à vouloir les militaires pour eux-mêmes, hein, et que ça change un peu la donne géopolitique, justement. Oui, et qu'on donne moins de leçons à notre armée, par exemple, ou aux autres pays. Je ne pense pas que, si vous voulez, ce doit être sous cet angle-là qu'il faut le plus apprécier la nouvelle donne au niveau international. Et une nouvelle donne qui a été créée par l'irruption du phénomène terroriste et voilà, son imposition dans l'agenda de la discussion à l'échelle nationale et internationale. Parce qu'il me semble que par les faits, par les données, ceux qui en souffrent le plus, ce n'est pas ces Occidentaux. Jusqu'ici, la France a beau comptabiliser près de 240 personnes mortes en un an presque, c'est-à-dire entre janvier 2015 et aujourd'hui juillet 2016, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Nigeria, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons comme... Rien à voir comment? En termes de proportion, ça reste minime. Donc pour ma part, je pense que nous sommes les principales victimes en tant que pays de la périphérie. Et comme nous tous on le dit ici, là, ce qui est en cause à travers le phénomène terroriste, c'est des fondations, si vous voulez, qui vacillent de l'ordre économique politique mondial. Qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui est mis sur la table en termes de revendications par ces terroristes? C'est la question qu'on doit se poser. Comment ces terroristes peuvent naître et se déployer dans nos sociétés? Et comment on peut prévenir? C'est-à-dire, quelles sont les insuffisances? Mais on sait bien que dans une lutte, ce n'est pas souvent juste les terroristes qui peuvent profiter. Non, je distingue ici... Enfin, les retombées, les dividendes politiques, c'est souvent plus souterrain. Bon, moi je distingue parce que c'est un phénomène vaste. Moi je distingue ce que l'on appelle le terrorisme d'État, auquel vous faisiez allusion. Et en tant que victime, en tant que membre d'un citoyen d'un pays de la périphérie, vous vous réjouissez qu'enfin ils connaissent aussi ce que nous vivons. Non, je ne peux pas me réjouir, ne dites pas ça. Bon, je les distingue un peu d'autres formes si vous voulez, d'extrémisme qui veulent imposer à l'ensemble de nos communautés un ordre moral, politique, etc., qui ne soit pas celui auquel on aspire, c'est-à-dire celui du consensus, celui qui s'approche des principes démocratiques et qui fait la séparation claire entre les collectivités publiques et les opinions religieuses. Donc je veux simplement dire que pour nous, il faut s'attaquer clairement un peu plus aux questions sociales. Il faut que le discours sur le vivre ensemble, la tolérance s'impose et soit au-delà du discours même institutionnalisé dans les pratiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'exclusion, c'est l'injustice qui favorise mais qui ne crée pas ce type d'extrémisme. Ok. Alors Guy Parfait, on va sortir de ce premier volet de l'émission avec votre analyse. Est-ce qu'on peut avoir une conscientisation globale, un monde plus humain, un monde moins prédateur? C'est utopiste, comme le disait un ministre l'autre jour, en discutant, en échangeant avec moi, mais il faudrait quand même que les gens prennent conscience que le monde va à la dérive si les prédateurs veulent toujours dominer les plus faibles. Enfin, je sais pas. Il y a derrière une compréhension spirituelle de la question. Et quand je dis spirituel, il vaudrait mieux qu'on comprenne qu'il y a une grosse différence entre ce qui est spirituel et ce qui est religieux. C'est pas la même chose. La compréhension spirituelle qui est fondationnelle, en fait, est que l'homme devrait déjà établir ses objectifs par rapport à l'identité. Je vais dire ça quoi? À la compréhension de son identité. Qui est-ce qu'il est lui-même? L'homme vient de Dieu.
qu'il comprenne Dieu ou pas, c'est une réalité. On n'a pas demandé son avis pour qu'il en soit ainsi. Que cela lui soit enseigné dans l'environnement religieux ou pas, il vient de Dieu. Et à partir du moment où il vient de Dieu, il est dans une logique de partenariat avec Dieu sur laquelle on n'a pas demandé non plus son avis. C'est-à-dire que Dieu l'a conçu pour que lui, il obéit aux lois qu'il a établies et en échange, Dieu lui donne accès à son héritage. Or, le problème là-dedans, c'est que l'homme n'a pas conscience de ce partenariat et de cette nature ontologique essentielle à sa vie sur Terre. Par conséquent, il brise toutes les règles du partenariat. Et comme il brise toutes les règles du partenariat, il ne peut qu'assumer les conséquences de ces violations. Pour sortir les hommes de la prédation, il faudrait enlever chez eux l'égocentrisme. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils comprennent les lois sur l'amour. Est-ce que les États réfléchissent comme ça? Comment constitue-t-on des États? On peut faire une échelle, juste pour le plaisir. On part d'où? De la famille. Plusieurs familles forment un État. C'est comme ça. Et plusieurs États forment la planète Terre. Si depuis le noyau familial, le jeu est faussé, les règles sont faussées, les normes sont faussées, on ne peut pas avoir des États humains. Puisque les humains même qui sont constitués depuis le noyau familial manquent d'humanité. On n'est pas humain juste par la structuration physique et le fait qu'on ait un semblant de socialisation. La socialisation se construit à travers l'éducation qu'un individu a reçue. Si un individu a été infirme dans l'éducation qu'il a reçue, si son éducation est une éducation de violence, il va sortir de la famille à l'environnement, de la famille avec cette violence, il va l'exprimer sur le plan social, il va l'exprimer sur le plan professionnel. Et quelle que soit la position qu'il a, parce que l'inter-influence entre les êtres humains n'est pas une question de poste, c'est une question d'influence tout simplement. Ce n'est pas parce que vous êtes plus un pousseur que vous avez moins de responsabilité que le médecin. Ce n'est pas parce que vous êtes médecin que vous avez moins de responsabilité en termes d'inter-influence dans la relation humaine que le journaliste. Chacun d'entre nous a sa part de responsabilité. Si chacun réalise donc l'obligation de respecter les lois qui ont été données, qui sont pourtant enseignées sur le plan religieux. Les prêtres, les pasteurs s'égosillent à enseigner un certain nombre de choses. Parfait, on va chuter, mais... Oui, je voudrais finir. Oui, le problème à la base, ils ne l'ont pas dit d'une certaine... ils l'ont dit d'une certaine façon, quand Franck s'y parle. C'est un problème d'éducation. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on construit comme schéma? Demain va dire, bon, on laisse les Africains et leur cacao et leur bois et leur boloré, pardon, et leur banane. La France fait partie des pays qui ont structuré une éducation de la paupérisation en Afrique. Ils savaient à quoi sert l'éducation. Un homme bien éduqué est plus dangereux qu'un homme armé qui a une arme à feu. L'éducation, lorsqu'on veut appauvrir un individu, on lui donne une éducation de la misère. Lorsqu'on veut fabriquer un